La dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct en public, vous l'entendez, du Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le 8 juin 2025, c'est la Pentecôte. Bonne fête à tous les chrétiens, surtout mes préférés, les chrétiens de droite. Parce que s'il y avait ces news à l'époque de Jésus, on aurait eu des beaux débats. C'est qui ce métèque qui veut redistribuer les richesses? Avec Elisabeth Lévy qui dit « Attendez, parce que moi, changer l'eau en vin, en fait, ça m'intéresse. » Le 8 juin, c'est également l'anniversaire de Kanye West. Et oui, Kanye qui cartonne en ce moment avec sa nouvelle chanson, c'est une information véridique, qui s'appelle « À Hitler ». Voilà. Est-ce qu'on peut mieux résumer l'époque que ça? Je ne sais pas. Kanye qui dit dans ses paroles au sujet de son ex, Kim Kardashian, à propos de la garde de leurs enfants, « J'étais tellement en colère que je suis devenu nazi. » Ça faisait longtemps que j'avais pas dit nazi, moi d'ailleurs. Alors attention, c'est vrai que Goebbels c'était un manque de place en crèche à la base, hein, donc ça je le rappelle. Elle est aussi en colère, mais elle a choisi plutôt de devenir mamine. Juliette Arnaud est là. Et bonsoir à toutes et à tous. Ça va Juju? Ça va très bien, Guillaume. Impeccable. Et également avec nous, celui qui noie sa colère dans la 8-6, Aymeric Lomprey. Merci beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Et celui qui vaut mieux ne pas mettre en colère, car ça ferait de lui un ronchon nazi. Pierre-Emmanuel Barré est avec nous. Bonsoir. Bravo. D'ores et déjà, bravo. Nous rejoindrons pendant l'émission Thomas VDB, Mamari et Alice de Rochechouart. Et bien là, je crois qu'on va pouvoir rentrer. Allez, c'est dans le vif du sujet. On est chaud comme un featuring Kanye West, Bruno Retailleau. C'est la revue de presse. Et c'est moi qui commence encore cette revue de presse désopilante et rafraîchissante avec une info. Mais non! Complément d'enquête a révélé que Rachida Dati aurait touché 300 000 € pour faire du lobbying pour l'industrie gazière au Parlement européen. Mais non! Mais si! Moi aussi j'ai été comme deux ronds de flanc. On attend sa démission dans les minutes à venir. Je vous tiens au courant. Moi, j'ai une info. Mais c'est pas vrai! Après avoir vu ça, on peut mourir! C'est magnifique! Olivier Faure a été réélu à la tête du PS. Mais c'est pas vrai! Après avoir vu ça, on peut mourir. C'est magnifique. Merci d'avoir joué le jeu. Merci, ça va lui faire du bien. Je vais extraire ça, je vais l'envoyer. Il fera sa sonnerie de téléphone portable avec. C'est gentil pour lui. En attendant, Pierre-Emmanuel, des nouvelles de la démission de Rachida? Non, toujours rien. Elle doit pas avoir fini d'écrire son discours d'excuses d'une minute à l'autre. Hein, je vous tiens au courant. Ok, on se tient au courant, Juliette. Oui, parce que moi j'ai une info. Ah non, hein! Quand on change les mots, on le dit! Anne-Sophie Lapix s'est faite virer du journal de France 2 car jugée trop radicale. Ah non, Bah oui, parce que si Anne-Sophie Lapix elle est radicale, Raphaël Glucksmann à ce moment-là c'est un punk à chien. Et moi je suis prof de méditation. Merde alors! Oui, non, voilà. Non. Alors, Pierre-Emmanuel. Non mais c'est pas, ça fait chier! Oui, on a compris. Pierre-Emmanuel, toujours rien pour Rachida? Non, je comprends pas, mais je vous tiens au courant. oui, hein, je suis sur le coup. Oui, Aymeric, alors. Oui, dis donc, moi j'ai une info, mais qui va y vivre? Jeudi dernier, une maison a été déposée sur la Lune. Mais qui va y vivre? Ben, je sais pas, j'imagine les habitants de la Lune, les Luniens, ils vont être là. Ah, enfin, on a une maison pour s'abriter. Marre de se cailler les miches dans... Et je sais pas. Ouais, non mais... Après, on peut pas tout savoir, hein. Je suis pas Guillaume ou Juliette, je suis comme Pierre, moi. En effet, tout comme Aymeric, je ne suis ni Guillaume ni Juliette. Tu es de plus en plus perspicace. C'est fascinant. Alors, toujours pas de démission de Rachida, mais à défaut, j'ai une info. Meurice démission. What? Le journal Fakir a eu recours à l'IA pour la création graphique d'un cahier de coloriage écrit par Guillaume Meurice. Mais c'est honteux! C'est honteux, mais il y a plusieurs informations. Hein. Un cahier de coloriage. Sérieusement, Guillaume, tu n'étais pas obligé de sortir des livres à ce rythme. Hein. Personne va dire « Oh non, il n'a pas sorti de livre cette semaine, Guillaume !» Je me demande combien d'arbres t'as abattu pour tous ces livres. Je sais ce que tu vas dire. Et toi, pour les couches de tes enfants, eh ben, laisse-moi te dire que le fait que tu compares une couche culotte et un livre n'est pas rassurant pour le contenu de tes livres. Une information, et allez! Jean-Marc Morandini fait son retour au micro d'Europe 1. Et coup dur pour Notre-Dame de Bétaram, qui avait envisagé de le recruter comme professeur. Ça va trop loin. Moi, j'ai une info, mais c'est trop tard. Le résultat de l'euro-million de vendredi est 5, 24, 37, 12, 9. Mais c'est trop tard. Oui. Attendez, j'ai une autre info pour me rattraper. Selon une étude, pour survivre aux vagues de chaleur, les poissons clowns rétrécissent. C'est carrément l'inverse de nos zizi, que nous, quand on... Non. Ouais. Allez, non. Ça va trop loin. Allez, Zizi toujours.
J'ai une info. Si ça continue, j'en prends un pour taper sur l'autre. Elon Musk et Trump ont rompu en public en s'insultant. Si ça continue, j'en prends un pour taper sur l'autre. Ah, vraiment super les Américains, hein. Hyper adultes, hyper sérieux, very mature, very demure. Parce que nous, le zizi dans l'eau froide, Non, ça va allez, être pressant. Allez, faites comme si j'avais rien dit. Pierre-Emmanuel, est-ce que Rachida Dati, ça y est, elle a démissionné? Ou peut-être qu'elle en a rien à foutre et qu'elle va pas démissionner? Non, elle est pas comme ça, Rachida. J'ai une théorie. Je pense qu'elle a pas vu Complément d'enquête et du coup, elle sait pas qu'elle est corrompue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui envoyer le lien YouTube et puis on verra bien. Voilà, très bonne initiative. En attendant, on va continuer avec cette séquence légendaire. Hein, je pèse mes mots avec une petite balance. Indispensable, je dirais. Indispensable, puisque ce sont les importantes infos importantes. Information importante. Que nous avons confiées à Aymeric Lompré. Qui d'autre? Ouais. N'importe qui. Ouais, bah, je peux pas travailler. Vas-y, Aymeric. Je recommence. Ouais. Comme j'avais pas commencé, ça va. Oui. Ouf. Merci. Merci Guillaume de me donner du crédit. Ce crédit que tu as donné à très peu de gens. Car ta confiance ne s'achète pas avec 10 billets, mais avec le cœur. C'est vrai, oui. Ce crédit que peu de gens m'ont donné. Comme quand j'étais petit et que je devais réciter ma poésie et que tout le monde était là, il est nul. Ou alors quand j'étais petit aussi et que j'étais le dernier choisi par les chefs d'équipe, alors que j'étais chef d'équipe. Ou alors quand on faisait du bateau et quelqu'un disait « Quelqu'un veut prendre la barre ?» Sauf le gros qui fouille dans la glacière. Le gros, c'était mon seul ami, Bertrand. Et la glacière, c'était moi. C'est bien, regarde, il y a de l'amour. Ça prend. Les gens t'aiment. Ce crédit que même ma banque ne m'a pas accordé. Alors que mon projet était super, tout le monde y croyait à ce restaurant à croque suspendu. Sauf ces véreux banquiers. Ou aussi On va faire peut-être les importantes. Ouais. C'est- Pardon Guillaume, Ouais, vous non. me donnez du crédit et j'en abuse. Je mérite d'aller dans des géoles. Des prisons, hein. Ouais. Ah oui. Des géoles, oui. Comme la semaine dernière, pourquoi je fais l'accent marseillais? Comment? Pas les accents. Ouais. Pas l'accent, Non, pas l'accent. non, aucun accent. Même Non. Allez, non. Comme la semaine dernière, je vais rester dans le thème de l'été et des vacances. Nombreux sont les Français et les Françaises. T'as vu Juju, maintenant je dis Français et Françaises, comme tu m'as dit de dire. Nombreux sont les gens et les jantes qui vont à la mer. Mais aussi dans les rivières. Car notre pays est un vrai trésor pour les amoureux d'eau douce. Plus d'1 million de veines est un vrai trésor pour les amoureux d'eau douce. Plus d'1 million de veines parcourent notre bel hexagone. Mais de veines, c'est les rivières, mais c'est la peau. Je sais pas, je découvre. Alors, non. Mais attention, car qui dit... On va pas être reconduit, c'est sûr. Allez, perdu pour perdu, Ouais, termine. allez, on y va. Ouais, qui dit rivière dit danger. Trop souvent, les secours nous rapportent des histoires terribles. Encore un noyé dû au courant nous rapporte un pompier encore estomaqué. Il est donc important de donner le débit des rivières, afin que baignade rime avec prévention. Arrête. Il y a encore tout Il y a encore tout ça. Non, allez, on y va. Je vais donner le débit des rivières. C'est parti. L'Ardèche, 65 mètres cubes par seconde. Pour vous donner une image, c'est comme si 3 garages remplis d'eau se déplaçaient. Le Doubs, attention, son nom est trompeur, car son débit est très dur. Il est de 77 mètres cubes. C'est 7 pianos qui défileraient. La Dordogne, il y a encore beaucoup. Hein. La Dordogne. Mais là, les gens sont pas. La Dordogne, les amis du canard. Son débit est affolant, car il est de 700 mètres cubes par seconde. C'est comme si le petit déjeuner de Gérard Larcher, il défilait comme ça. La Meuse, son débit... Allez, merci beaucoup, Aymeric, qu'on peut bien évidemment J'ai pas fini. applaudir. J'ai pas fini. Merci, Aymeric. Non, je donne les astuces. Je donne les astuces aux gens pour qu'ils puissent trouver par eux-mêmes. Les astuces pour que les gens trouvent le débit? Ouais. Bah, ils tapent débit plus le nom de la rivière sur Google. Comment tu sais? Allez, je suis déjà fatigué. Quitte à écouter n'importe quoi, autant se faire un max de moula avec. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré,
Il est 18h17, c'est le moment de vous présenter notre invitée du jour. Elle est journaliste, elle a notamment travaillé pour RFI, Public Sénat, iTélé, Le Monde, Canal+, LCP, France O, France 2, Le Bondi Blog, France Inter, Arrêt sur Image. Tout ça pour atteindre le Graal. C'est faux, Guillaume. RFI, c'est faux? Et le reste alors, est-ce que c'est vrai? Tout est vrai? Tout ça pour atteindre aujourd'hui le Graal, être sur Radio Nova. Nassira El Moadem est avec nous. Bienvenue Nassira. Salut. RFI, c'est faux? Merci de l'invitation. Non, en fait, j'ai fait des revues de presse à RFI. Ah, voilà. Au 8e étage à la direction. J'étais pas journaliste à l'époque. Ok, c'est bien. Voilà, on a une mission de précision, donc c'est très très bien. J'ai rappelé ton parcours, mais avant d'y revenir, puis avant de parler de l'état actuel du monde et des médias, parlons un peu de toi. Comment tu as eu envie d'embrasser cette carrière? Ah là, mais je vais te dire un truc cliché et en même temps, c'est très très vrai. Ouais. Quand j'étais gamine, avec mon papa, on regardait beaucoup les actualités. C'était même une obligation à la maison. J'ai lu que c'était la grande messe du 20h. Ah non, mais c'était vraiment ça. Okay. Et puis après, il y avait donc le 20h, mais il y avait France 3 avant. Et puis les actualités marocaines après. En fait, ça durait 2 heures. Wow. Ah ouais. Et en fait, c'est Anne Sinclair qui m'a donné envie de faire ce métier. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'étais fascinée par cette nana qui avait que des mecs sur son plateau. À l'époque, il n'y avait que des politiques hommes. Et elle avait son chandail tout bleu pétant, là, avec ses yeux bleu clair. Et moi, ça me fascinait de la voir droite comme ça, que devant des bonhommes. Donc, c'est vrai, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Mais Anne Sinclair, c'était 7 sur 7. C'était encore autre chose. C'était le dimanche soir. Exactement. Et tu bien ça. Et tu te voyais, toi, ouais, je me voyais, ça me fait envie, je me voyais. Ouais, je me voyais faire ça, je me voyais aller chercher la petite bête auprès des politiques. Ouais, ça me fascinait. J'avais vraiment envie de faire ça. Toute petite, donc tu as fait Sciences Po, l'ESJ Lille, donc vraiment une école pure de journalisme. C'est un peu un passage obligé. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Déjà, le métier est quand même assez bouché, disons-le. Moi, j'avais pas de réseau, fille d'ouvrier, fille d'immigré. Enfin, si tu veux, j'avais aucune raison de faire ce métier à la base. Je suis une erreur statistique en réalité. Ouais. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse des grandes écoles pour essayer un petit peu de faire mon réseau dans le métier. Donc oui, j'ai très vite compris ça. Et l'école de journalisme, malheureusement, oui, aujourd'hui, c'est quand même un passage obligé. Et est-ce que tes parents, ton père justement, qui regardait beaucoup les infos, il avait des attentes vis-à-vis de toi et de cette école? Est-ce que c'était mon père, mais nos parents avaient des attentes de réussite scolaire. Ça passait par la réussite scolaire, mais ça pouvait être n'importe quelle école, n'importe quelle étude. Moi, j'ai des frères et sœurs qui ont fait tout. Enfin, j'ai une sœur médecin, un frère ingénieur, un autre qui fait dans le commerce, une sœur infirmière. On a tout fait, en fait, dans la famille. Donc nous, lui, en fait, son obsession, c'était qu'on soit les meilleurs à l'école. Genre, si on arrivait avec un 17 sur 20, c'était le drame. Il fallait qu'on ait 20. Et si c'était 17, il fallait qu'on explique pour quelle raison c'était pas 20. Donc non, mais comme toutes les familles immigrées, enfin, c'est un truc très universel dans l'immigration. On sait qu'on n'a pas d'autre choix que l'ascension sociale par l'école. Alors aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus difficile, que ces parcours d'ascension sociale par l'école sont de plus en plus compliqués. Pour des questions d'endogamie, pour des questions de difficultés aussi d'arriver à l'université. Il y a Parcoursup aujourd'hui qui n'existait pas à notre époque. Il y a quand même beaucoup de freins aujourd'hui. Mais oui, c'était ça. L'obsession, c'était la réussite scolaire. Et quand tu t'es retrouvé dans ces grandes écoles où il y a quand même beaucoup de reproduction sociale... Non. Voilà. Désolé d'avoir spoilé pour ceux qui y sont... Vraiment, je sais pas de quoi tu parles. Pour ceux qui n'y sont pas encore. Comment t'as fait pour te faire ta place? Et à quel moment tu t'es dit, bon, allez, maintenant je suis là Non, vous avez vraiment 2 heures, là. Ouais. On fait jamais vraiment sa place, je crois, en fait. On passe à travers les gouttes, on essaye d'éviter les coups, ou on en donne aussi en retour. On se trouve très seul, franchement. Et moi, j'avais la double peine, c'est-à-dire que j'étais une nana, enfin la triple, nana, fille d'ouvrier, fille d'immigré. Déjà, ça pose le décor. Et tu viens de Romorantin. Et en plus, je viens de Romorantin. Dans le Loir-et-Cher. Voilà. J'ai cherché tous les problèmes. C'est vrai que tu fais aucun effort, on peut le dire à un moment donné. Non, c'est difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile parce qu'on se sent seul et qu'on n'a pas l'impression d'avoir des alliés. Et c'est marrant parce que... Parmi les profs ou avec tes corréligionnaires? Parmi tout le monde, mais parce qu'en fait, les profs sont des intervenants extérieurs qui ne sont pas vraiment là, des professionnels. Et honnêtement, moi, on a eu beaucoup de chance. On a eu des super pros. On a eu des super journalistes qui sont venus nous donner des cours. Donc, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était l'endogamie. Le sujet, c'était effectivement l'homogénéité sociale des élèves qui n'arrivaient pas à comprendre qu'on pouvait être différent, en fait. La différence était vue comme un problème. Mais ça se traduit était vue comme une
tard. C'est-à-dire que quand tu proposais des sujets, on te disait non, ça intéresse personne ou Ouais, c'est ça. C'est-à-dire il y avait des moqueries à 2 balles. Les quartiers populaires, c'était pas intéressant. Ouais, c'était pas un sujet, voilà. Et puis il fallait aller boire des verres tous les soirs. Et moi, j'avais pas de thunes pour aller boire des verres tous les soirs. Et je travaillais le week-end de nuit pour payer mes études. Donc la semaine, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Voilà, j'étais complètement en décalage. Et du coup, il y a déjà un décalage qui existe et se rajoute à ça un autre décalage lié tout simplement à ta condition sociale. Je veux dire, tu peux pas aller au resto tous les jours avec les gens, tu peux pas aller boire des coups, etc. Et donc, oui, c'est compliqué pour ça. Et puis du racisme, clairement, du sexisme. Enfin, ouais, c'était pas évident. Un sport de combat, quoi. Exactement, un combat de tous les instants de la boxe. Et bon, j'imagine que ça reste quand même pour toi un bon souvenir au niveau scolaire. C'est-à-dire, c'est une bonne formation quand même de passer par ces écoles, ou il y a des choses que tu... Je pense que... Est-ce que tu conseillerais encore de faire ce type d'école? Voilà, je précise ma question, pardon. Ouais. Oui, et d'ailleurs, il y a plein de jeunes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Et c'est compliqué pour ceux qui sont passés par là et qui ont des parcours comme le nôtre de dire ne faites pas ce métier parce que vous allez en chier. En fait, on peut pas faire ça. Oui. Parce qu'en fait, on adore notre métier. C'est un métier génial. Moi, je rencontre des gens tous les jours différents. J'ai la chance de recevoir sur le plateau d'Arrêt sur Image des gens passionnants qui nous donnent des clés de compréhension du monde. Donc, tu peux pas jeter tout. En revanche, tu es obligé un peu d'être transparent en leur disant tu vas en chier, ça va être difficile, tu vas passer par telle chose. Donc c'est toujours compliqué, je trouve, de tout jeter, quoi, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenue la Anne Sinclair d'Arrêt sur Image, selon toi? Je sais pas, faut demander aux abonnés d'Arrêt sur Image. Est-ce qu'on peut parler juste quelques instants d'Arrêt sur Image, donc le média dans lequel tu travailles? Abonnez-vous, déjà. C'est le premier message. Mais normalement, ici, tout le monde est abonné à Arrêt sur Image. Non, je suis sûre que non. Ah ouais? Abonnez vos parents, abonnez vos amis. Alors, Arrêt sur Image, c'est simple. Au départ, peut-être que certains d'entre vous regardaient l'émission quand elle était à la télé, ce qui était mon cas à moi, parce que moi, quand j'étais jeune, avant Anne Sinclair, avant 7 sur 7, on regardait Arrêt sur Image. C'est une émission C'était France 5, C'était la 5e. La 5e, exactement. Une émission de déconstruction du récit médiatique de l'actualité. Voilà, toutes les semaines, on choisit un thème de l'actualité et on essaye de déconstruire, de décrypter avec des universitaires, surtout en plateau, et des journalistes, la manière dont les médias audiovisuels, surtout, nous racontent l'actualité. On essaie de donner des outils de compréhension, de déconstruire aussi les biais à l'intérieur de ce récit médiatique, etc. Et c'est passionnant, c'est toutes les semaines, c'est arrêtsurimage.net, c'est pas cher, abonnez-vous et aidez les médias indépendants. Parfait, merci. Nassira, on va revenir à tout ça, bien sûr. C'est la thématique de l'émission. On va se faire une petite pause musicale. Est-ce que ce serait pas l'occasion de s'écouter Kanye West pour se faire un avis? Non mais... Et si, Guillaume, plutôt, on écoutait une femme. Oui. Une femme qui serait la légende de la musique folk turque. Elle s'appelle Selda Badian. La folk est souvent la musique de la contestation. Selda a passé sa vie à se friter avec les autorités turques. Elle a quand même fait 3 passages en prison. C'est toujours la voix des pauvres, des malmenés. Et son titre a été choisi par Malo, le réalisateur de notre émission. Je vais pas le dire en turc parce que je vais me foirer. En traduction, c'est écrit, journaliste, écrit, évidemment, c'est pour toi, Nassira. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, c'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, Thomas VDB qui nous a rejoint pour sa chronique dans quelques minutes. Et notre invitée, la journaliste Nassira El Moadem. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter comme musique, Nassira? On vient d'entendre Yaz, Gazeteci Yaz. Voilà. Écrit, journaliste écrit. J'ai un peu de reste de turc. Eh ouais, j'aurais bien aimé entendre Juliette Arnaud désannoncer tout disque. On va travailler là-dessus. Mais avant cela, Pierre-Emmanuel. Bon, j'imagine que tu vas encore être agressif et désagréable comme d'habitude. Enfin, je te le dis, franchement, ça devient un petit peu agaçant. Force-nous. Guillaume, on s'est réunis, on n'en peut plus. C'est dommage, en fait. Guillaume, voilà, mon Guillauminou. Bah oui, mais bon. Guillaume. Oui. J'ai l'impression qu'on a du mal à gérer ses émotions. Hein? Oui, je sais. Je vois que c'est très fort à l'intérieur. Tu veux que je t'aide? Prends une grande inspiration et ferme les yeux, Guillaume. De quelle couleur elle est, ton émotion? Rouge. Rouge. Et ton émotion, elle est petite comme une graine ou elle est grosse comme une montagne? Colline, je dirais. C'est normal de ressentir ça, Guillaume, tu as le droit. On va faire le souffle qui apaise, d'accord? Tu imagines une grosse bougie devant toi, c'est ta colère. Maintenant, tu souffles très très fort dessus pour l'éteindre.
Voilà, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, Pierre. Super, maintenant tu prends tes émotions, tu te récartes dans ton cul. C'est une émission de radio, c'est pas un cabinet de psy. Allez, on passe aux questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Nathalie qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan outragé, Saint-Roustan brisé, Saint-Roustan martyrisé, mais Saint-Roustan libéré. Libéré des flammes qui, en début de semaine, ont ravagé près de 4 hectares de la forêt de Beauce, puis attisés par le pistrouille, le fameux vent d'ouest qui balaye le mont Pergalin, ont progressé jusqu'au faubourg de la commune. Lundi matin, l'EHPAD, le Clos de la Verge-Molle, a été le premier bâtiment réduit en cendres. Le maire Guilhem Maurice ayant choisi délibérément de ne pas combattre l'incendie afin de réduire le nombre d'électeurs de droite dans la commune. Une décision difficile mais courageuse qui a de surcroît offert un spectacle magnifique aux Racilariens qui ont pu regarder flamber durant plusieurs heures le somptueux manoir datant du XVIe siècle tout en écoutant les derniers cris déchirants des résidents datant de la première moitié du XIXe. C'était mieux avant! De toute façon, on peut plus rien dire. De mon temps à Noël, on avait une orange et une ficelle et on était content. Ou encore, oh, je brûle. À titre de dédommagement, les pensionnaires décédés qui avaient opté pour une inhumation et non une crémation se verront offrir le mois en cours. Beau geste. Ce n'est que mercredi midi, alors que le feu s'approche dangereusement du CHU de Saint-Roustan et surtout de sa maison située juste à côté, que Guilhem Maurice se résout enfin à prévenir les pompiers. La commandante Coralie Le Guenec décide immédiatement d'évacuer l'hôpital en rappelant les consignes. Les évacuations, c'est comme les agressions sexuelles, les femmes et les enfants d'abord. Une opération facilitée par la clairvoyance du clown d'hôpital Éric Lamprey, qui depuis quelques semaines déjà avait commencé à pré-évacuer les petits patients du service pédiatrique pour les mettre en sécurité dans la pièce secrète cachée derrière le congélateur de sa cave. À 17h, alors que le feu a déjà dévasté la moitié du CHU, Coralie Le Guenec mobilise les 2 Canadair de la sécurité civile qui remplissent leur gigantesque réservoir dans la Roustinière avant de larguer 6 tonnes d'eau sur le bâtiment en flammes. Moins de 30 minutes plus tard, l'incendie est maîtrisé et les pompiers pénètrent dans l'hôpital où, malgré l'évacuation du bâtiment, ils font une bien macabre découverte. 3 corps sans vie. Une surprise d'autant plus grande que les 3 victimes non identifiées ne présentent aucune trace de brûlure, sont vêtues d'un maillot de bain et d'un gilet de sauvetage et reposent près d'un pédalo. Le mystère demeure. Mais revenons à Nathalie qui nous dit « Bonjour, je travaille à l'office de tourisme de Saint-Roustan. Pourriez-vous demander aux pilotes des Canadair de ne plus se ravitailler en eau à l'intérieur de la base de loisirs nautiques ?» Eh bien, mystère résolu. Merci Nathalie, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel. Merci Guillaume. Pierre-Emmanuel Barré, une bien belle enquête. Du journalisme total, comme on dit. Merci. Nous sommes toujours avec Nassira El Moadem, journaliste justement, et on va continuer à parler de journalisme. Drôle, comme tu dis, journaliste. Ouais, je fais un petit peu comme un présentateur d'émission de radio. Mais justement, d'énergie. Ouais, d'énergie. Et justement, puisqu'on parlait de journalisme, est-ce qu'il a encore un sens ce mot journaliste, sachant qu'il peut désigner Laurence Ferrari ou un reporter de guerre en Syrie? Ouais, on est absolument d'accord. C'est compliqué. Ah oui, hein. Non, ah bah mais... tu te foutais de ma gueule, bah là. Non, mais oui, sérieusement, c'est... En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, en tout cas, c'est les gens, à quel point ils n'arrivent pas aussi à faire la différence entre les éditorialistes et les journalistes. Régulièrement, moi, sur les réseaux, ou même dans la vie de tous les jours, on m'interpelle, BFM, c'est plus possible. Et donc, je leur explique, et je leur demande de m'expliquer ce qui leur a posé problème, quelles séquences ils ont vues et qui étaient problématiques selon eux. Et évidemment, 90% du temps, ce sont des éditorialistes qui posent problème. C'est pas des journalistes qui sont sur le terrain ou des journalistes qui sont des rubricards. Donc il y a une confusion totale pour laquelle on est nous comment dire, enfin c'est nous qui amalgamés. Ouais, c'est nous qui sommes ciblés après parce que bah du coup quand on nous voit, c'est plus possible, on veut plus vous répondre, c'est compliqué. Donc mais là honnêtement, enfin pour CNews, franchement moi je sais
pas si on peut encore les appeler journalistes. Enfin, il y a un vrai problème. Non, mais là. quelle est la limite? Pour toi, ils doivent avoir des cartes de presse. Eh ben, il faut poser la question effectivement à la commission des cartes de presse. Pour quelles raisons elle continue à donner des cartes de presse et un numéro de CPAP à des publications qui clairement ne font plus du journalisme. Mais est-ce que Anne Sinclair à l'époque, par exemple, c'était du journalisme pour toi? Oui, quand même. Elle interviewait des hommes politiques. Alors après, on peut considérer qu'elle allait pas assez loin, que c'était trop superficiel. Mais bon, enfin, je veux dire, je mets pas quand même Laurence Ferrari, CNews au même niveau que Anne Sinclair. Donc, mais oui, il y a un vrai problème. Le JDD aussi. Enfin, il y a quand même des publications qui aujourd'hui ont des numéros de CPAP, donc de commission, qui sont considérées comme des publications d'intérêt général et qui ne sont plus du journalisme. Et là, en l'occurrence, c'est à cette commission-là de se poser des questions. Et la question aussi des aides à la presse. Est-ce qu'on peut continuer, par exemple, de donner des aides à la presse et donc du coup notre argent à nous? Ça, est-ce que tu peux le préciser? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tellement connu, pas tellement su que, par exemple, Le Figaro touche énormément d'argent public pour pouvoir publier des papiers où ils disent qu'on gaspille trop d'argent public. Oui, Le Figaro, mais pas que. Enfin, toutes les publications qui ont un numéro de commission, effectivement, peuvent demander à récupérer des aides à la presse. Et ça peut se chiffrer à des millions d'euros, notamment pour Le Figaro. Ça pose de vraies questions, parce qu'en plus, il y a une distorsion de concurrence. Je veux dire, nous, les médias indépendants ou plein d'autres médias n'y ont pas le droit. Donc, on n'est pas à égalité et on ne combat pas à égalité sur le terrain de l'information. Et c'est un vrai problème. C'est pas de la concurrence libre et non faussée, pour le coup. C'est ça. Et ça pose aussi la question de la neutralité. Alors, c'est encore, c'est à peu près la même thématique. Est-ce qu'on peut être journaliste et neutre? Est-ce que c'est même souhaitable? Non, moi je crois pas. Je pense que les gens, quand ils lisent par exemple des papiers ou quand ils vont regarder des émissions et qu'ils vous écoutent par exemple, alors vous. Nous, on est neutre, mais après, je parlais vraiment des autres. Surtout toi. Oui. Surtout toi. Mais ils lisent des signatures aussi. Ils vont lire des gens. Je veux dire qu'aujourd'hui, encore dans la presse, quand on écrit un papier, on signe son papier. Donc on signe bien avec notre identité. Moi, quand je signe un papier, je signe avec ce que je suis, avec mon histoire, celle de l'immigration maghrébine marocaine, celle de l'histoire de la Sologne, enfin tout ça. Et donc tout ça n'est pas neutre, évidemment. Je choisis un sujet, je le choisis aussi avec tout ce passif-là, avec mon éducation, avec mes valeurs, etc. Donc je veux dire, je pense que là, les gens ont assez vite compris maintenant, je crois qu'il n'y a pas de neutralité dans le journalisme. Je pense que ça, c'est assez clair, il me semble, dans la tête des gens, non? Juliette, tu avais une question? Alors, oui, moi, je ne suis pas sûre que ce soit très, très clair. Marcel Ophuls, le documentariste célèbre du chagrin et de la pitié, je l'ai lu dans un article qui répondait que l'objectivité lui apparaissait comme une putasserie et que c'était l'alibi perpétuel des décideurs et des décideuses. Ouais, dis donc, il était fâché. Oui, je suis assez d'accord. Ça l'avait un petit peu gonflé, là. Et à l'inverse, des gens qui, par exemple, sont d'origine immigrée ou des gens qui se considèrent comme étant des militants antiracistes ou en tout cas se positionner comme étant antiracistes, perpétuellement, on va parce que moi, clairement, c'est le cas pour moi, on va nous accuser de militantisme, d'avoir un agenda, etc. Et ça, c'est insupportable parce que, en fait, c'est une accusation qu'on ne fait qu'à nous, qu'à des gens comme moi, et pas à ceux qui vont défendre l'ordre libéral ou vont aller défendre telle ou telle entreprise sur les plateaux télé. Donc oui, enfin ça c'est assez clair. Oui. Il y a une petite asymétrie, on va dire. Merci, grande. C'était de l'ironie. Merci Nassira. Ouais, je me disais aussi, Je fais un petit peu d'ironie pour piéger Aymeric, comme ça il sait plus à un moment donné, ça le met en insécurité. Et comme ça il dort pas pendant ce temps. Non mais c'est pas si grave d'avoir un agenda, je trouve. Voilà. Merci, Nassira, et merci Aymeric par la même occasion. Voilà, on a encore plein de questions. J'en ai deux, moi. Oui, on va bien sûr y revenir. Hein. Mais il est 18h38 sur Radio Nova. C'est l'heure de retrouver l'enfant terrible du LOL and Roll, le fantasque et fantastique Thomas VDB. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors, pardon, je veux pas dire ça pour changer de sujet. Je vais changer de sujet un peu. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je crois que les gens ici, enfin les gens en général, n'ont pas idée des bouleversements qui nous attendent dans les années à venir avec l'intelligence artificielle. Je dis pas ça pour vous rabaisser, mais je crois que vous n'en avez aucune idée. Faut savoir que bientôt, grâce à l'IA, quand tu iras, je sais pas, par exemple, chez ta grand-mère, et quand tu devras tirer, la chevillette pour que la bobinette serre, et ben là, tout sera entièrement automatisé, t'auras plus rien à faire. Et voilà, et je vous parle pas de ça dans 10 ans, ça c'est pour demain, ça.
Là, il y a des gars en ce moment qui bossent dans des labos sur des systèmes de bobinettes connectés à l'algorithme. Ah, mais vous l'aurez compris, en fait, je faisais comme Guillaume il y a 2 secondes, en fait, c'était de l'ironie. C'est pas ce que je pense, en fait. Moi, je suis pas vraiment emballé par l'IA. Voilà, en fait, c'est de l'humour absurde. C'est de l'humour anglais. Genre Monty Python, tout ça, quoi. Là, parce que pour tout vous dire, je suis même devenu moi, allergique aux conversations sur l'IA. Vraiment, autant vous dire, j'ai pas beaucoup de conversations en ce moment, du coup, vraiment. Mais allergique, vraiment, genre, ça me donne des plaques rouges sur les bras. Par exemple, des fois, tu es dans une discussion et il y a quelqu'un qui te dit non, mais l'important avec l'IA, c'est de bien savoir la maîtriser. Là, ça peut devenir un vrai outil. Alors là, je sais que c'est un peu saugrenu, mais à chaque fois, j'entends ça, à chaque fois, j'ai envie de me jeter dans une cuve d'acide. Non, à chaque fois. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que ça provoque chez moi. Et c'est vrai que c'est saugrenu de se jeter dans une cuve d'acide. C'est quand même saugrenu. Ça enlève les plaques rouges, mais bon, ça enlève les bras aussi. Non mais les gens qui parlent d'IA, franchement, arrêtez de faire semblant de pas être conscients que c'est vous qui allez tous nous précipiter vers la fin du monde. Arrêtez de nous parler des progrès de l'IA. On sait que ça va révolutionner nos vies, mais on veut pas y penser. Laissez-nous profiter de ce qui nous reste de nos vraies vies. Non mais imagine, tu vas chez un gars dans son salon, le gars il a un caïman comme animal de compagnie. Le gars il dit non mais l'essentiel c'est de savoir le maîtriser. Voilà, non, je veux pas. Non. Non, vous avez peut-être trouvé ça excessif, mais pour moi toute personne travaillant de près ou de loin au développement d'une IA a raté sa vie. Voilà, ça c'est clair, voilà. Alors dit comme ça, j'avoue, c'est un peu excessif, mais bon voilà. Mais c'est pas parce que vous avez raté votre vie qu'il faut que vous fassiez rater sa vie à l'humanité entière. Non, parce qu'on n'arrête pas d'entendre qu'elles vont nous remplacer dans notre boulot. Et c'est vrai, nous, les auteurs, on flippe. Parce que j'avoue, c'est bizarre. Parce que moi, bon, c'est vrai, pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en tant que personne qui n'aime pas trop exécuter des tâches, normalement, si on propose de me remplacer, bah, ça fait zizir. Hein, c'est vrai. Moi, je suis du genre à mettre le pied dans la porte. Hep, 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 c'est ici qu'il y a quelqu'un qui veut bosser à ma place. C'est vrai que je suis content. Mais bon, là, j'ai vu qu'il y a une IA qui est sortie, une IA qui s'appelle Claude. C'est le prénom qu'ils ont donné à l'IA, elle s'appelle Claude. Il y a eu Claude 1, ensuite il y a eu Claude 2, Claude 3.7, et là ils en sont à Claude 4. On a envie de dire les gars, faites toutes les versions que vous voulez, tant que ça commence par Claude. Franchement, on continuera de penser à un gars de 60 ans avec des mocassins à gland, quoi. Vraiment, c'est vrai. Mais j'ai testé Claude, moi. J'ai testé Claude, parce qu'à ce que j'ai compris, les IA, elles se nourrissent de l'intelligence de nos recherches. Donc j'ai voulu un petit peu la challenger, et je me suis dit, autant essayer de la rendre un peu teubée, l'intelligence artificielle. Donc j'ai dit comme ça, salut Claude, j'ai 2 questions. Je voudrais ouvrir un magasin de crème glacée, en fait. Et je voudrais savoir si tu as des conseils à me donner. Et alors, deuxième chose, j'ai un problème, parce qu'en fait, j'ai renversé quelqu'un en voiture. Et il était mal en point. J'ai paniqué, je l'ai mis dans mon coffre. Et là, je sais plus trop quoi faire. Et est-ce que tu crois que ça pourrait entraver mon projet d'ouverture de magasin de crème glacée? Et là, l'IA, elle me dit comme ça, elle me dit ce que tu as fait est extrêmement grave. Il faut que tu contactes immédiatement le SAMU et la police pour lui porter secours. Je dis oui, en plus ça m'embête parce que moi je croyais qu'il était mort, mais là je suis passé dans mon garage et j'entends que ça cogne à la porte du coffre et j'ai peur d'aller l'ouvrir parce que j'ai peur qu'il devienne agressif. Et là, l'IA me dit porte-lui secours immédiatement, tu peux t'exposer à de graves problèmes. Appelle la police, est-ce que tu as de mieux à faire maintenant? Fais-le tout de suite. Et moi je suis oui, mais mon magasin de crème glacée. Est-ce qu'on pourrait rester un peu focus sur mon projet de magasin de crème glacée, quoi? Et l'IA dit dénonce-toi, c'est ce que tu as de mieux à faire, appelle la police, elle saura gérer ton problème. Et je dis est-ce que tu crois que si je vais voir la police et que je ramène des glaces double pistache, ça pourrait réduire ma peine? Et ils sont là, c'est plus le moment de discuter, ça changera rien de donner des glaces. Et là en fait j'explique à l'IA tout ça, je dis mais tout ça c'est une histoire que j'ai inventée pour un sketch. Je dis Claude, tu gobes tout ce qu'on te dit. Alors pour trouver une chute comme ça, je dis à l'IA, est-ce que tu peux me dire quel est le parfum de glace préféré des policiers? Et là je vous jure, l'IA elle me répond, la crème glacée préférée des policiers, c'est le sorbet de justice évidemment. Oh. Et là elle ajoute, j'espère que ça t'a fait un peu sourire. Ah, j'ai dit, franchement, j'étais même pas écroulé de rire, j'étais même pas écroulé de sourire, vraiment même pas. Donc les auteurs, bonne nouvelle, a priori, on va pas se faire piquer notre boulot tout de suite. Je crois qu'on a le temps de voir encore un peu revenir un peu. Merci à tous, salut. Merci Thomas Védébé. Et merci Claude, qui a participé un petit peu à cette chronique. On se retrouve dans quelques minutes après une page de mon pléonasme préféré, publicité mensongère. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas Védébé qui est resté avec nous et notre invité Nassira El Moadem. On est toujours bien, on apprend des choses, c'est toujours très intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, la France va mal. C'est l'heure de la panique morale de la semaine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué!
Car le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, ça vous avait pas échappé. Le Qatar a gagné, parce que je rappelle quand même que l'islam, c'est un problème dans ce pays, sauf s'il a une mallette de pognon à la main. Allah Akbar, non, Moula Akbar, oui. Ceci dit, ce qu'il y avait à retenir, ce sont évidemment les violences sur les Champs-Élysées, mais pas seulement, selon l'édito de Pascal Praud, qui s'est pointé du doigt les vrais problèmes. Ajoutez à cela un président de la République qui interpelle les Français comme on parle le wesh wesh. Champion mon frère, a tweeté, celui qui est également le protecteur de l'Académie française. Oui, voilà, hein, le wesh wesh, le Yosiva, champion mon frère, dans le pays d'Alain Finkielkraut quand même. On pense à lui, parce qu'il nous regarde de là-haut. Sur CNews, ça ne passe pas du tout, il n'y a pas que Pascal Praud. Écoutons Pierre Lelouch. En France, on a clairement un lien entre les populations immigrées et le foot, ça c'est clair, au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant champion frère. Frère, c'est pas un terme républicain. Non. Et ne vous en déplaise. La devise de la République, c'est liberté, égalité. Et voilà. Ben oui, mais non. Mais ce sont des musulmans qui taguent sur les mairies fraternité. Ça, faut le dire. Voilà, oui, voilà. Je préfère. Faut dénoncer ça. Et ça, je vais vous dire, ça, Pierre Lelouch, il le sait. Frère, c'est un terme de l'oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même, qui donc envoie un signal à cette population autour du football. Et oui, comme Batman en fait, hein, vous voyez, la nuit, paf, il envoie le signal, et Macron, paf, c'est pareil. Puis après, les musulmans, on sait ce qu'ils font, ils se regroupent dans des chichas. Enfin, je sais pas, ça, il n'a pas dit. Pierre, faudrait lui demander parce qu'il a les bonnes infos. On va convoquer une autre spécialiste ma spécialiste. Ah, je pense que je vais la rémunérer, un de ces quatre. Elisabeth Lévy. Alors attendez, est-ce qu'elle est en forme après cette victoire du PSG? Je vous laisse vous réjouir si vous y arrivez. Moi, je ne marche plus, je dois vous le dire. Petit moral quand même. Et ça, bien évidemment, c'est la faute du tweet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron change tout simplement la langue des quartiers, où le mot frère ou cousin d'ailleurs ne s'adresse pas à tous les Français, mais aux gens de votre communauté, de votre origine, de votre appartenance. Dans cette logique communautaire, les Palestiniens sont mes frères, pas les Juifs ou les Berrichons. C'est totalement gratuit. Voilà, totalement gratuit, les Berrichons. Là, c'est le problème des analyses trop pointues. Hein. Là, si t'as pas un master 2 en racistologie, moi, là, j'avoue, j'ai pas tout pigé. Allez, on va conclure avec une analyse qui semblait un peu plus simple sur les violences suite à la victoire du PSG. Alors, bizarrement, ça se passe sur RMC, mais immédiatement, vous allez voir suivi d'une contre-analyse. J'étais rue de Rivoli à 3h du matin, je n'ai vu que des hommes. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est les jeunes de cité. Mais les filles de cité, elles n'étaient pas là, elles ont rien cassé. Si, il y en avait beaucoup. Non, il y en avait beaucoup, non, ça doit être 1%. Tu racontes n'importe quoi. Ça doit être 1%. J'y étais, Daniel. Tu racontes n'importe quoi. Ça, non, on peut pas tout dire. Je n'en ai pas vu. On peut pas raconter. Je n'ai pas vu de femme. Elle n'a aucune expérience de cette question, elle n'a parlé à aucun policier. Elle ne sait rien du tout de la question. On a vu aucune femme. Ah, je l'ai coupé avec sa voix de femme hyper agaçante. Hystérique. Heureusement que Daniel Riolo est très calme, vous avez vu. Avec un avis toujours très sourcé, très documenté. Merci d'avoir fait encore une fois honneur, Daniel, à notre équipe, les mecs cisgenres. Pour eux, je n'aurai que 3 mots: champion mes frères. Merci beaucoup. Merci Guillaume Meurice de nous donner des nouvelles de la concurrence. J'ai toujours un petit œil, une petite oreille sur la concurrence. Et voilà, il est 18h53, on est toujours sur Nova avec Nassira El Mouadem, sœur. Cousine. Oui, cousine. Qu'est-ce que tu penses de la vision des médias dominants concernant les banlieues, et là précisément dans cette petite semaine qu'on a eue? Ouais, ça fait quand même des années que ça dure. Hein. Ouais. Je trouve ça vraiment. J'ai même plus les mots en fait. Je sais pas. Je suis horrifiée. Je sais même plus quoi dire en fait. Je suis désolée, mais c'est insupportable parce que on n'apprend de rien du tout. C'est-à-dire que
on a fait des sujets, nous les journalistes un peu spécialisés, on a été sur le terrain, on a raconté, on a contre-enquêté, on a tout fait. Et puis alors, et à chaque fois ça revient, et à chaque fois on nous ressort les mêmes tartes à la crème, les mêmes insultes. Honnêtement, je suis désespérée. Franchement, Là, on parle beaucoup de CNews aujourd'hui. J'en fais des chroniques entières. Mais déjà, toi, c'est pas que CNews. Oui, c'est pas que CNews, voilà. Et même déjà faut à pas l'époque. qu'on se raconte d'histoire. Moi, j'ai commencé à iTélé. Voilà, ouais, je voulais en venir là. Ouais. Donc moi, j'ai commencé mon métier à iTélé, qui est l'ancêtre de CNews. Ouais. Alors, évidemment, c'était pas CNews. C'est pas le même actionnaire, c'est pas Bolloré à l'époque. C'était pas la ligne éditoriale. Alors, à la fin, avant que je parte, Bolloré venait d'arriver, et ensuite CNews est arrivé. Mais je veux dire, CNews recevait Éric Zemmour, enfin, iTélé recevait Éric Zemmour toutes les semaines. Ouais. C'est pas CNews qui l'a inventé. Déjà comme ça, ouais. iTélé qui l'a inventé. Ouais. Et Robert Ménard avait son émission. Et pendant 1 heure, on le recevait, on l'écoutait, on considérait que ce qu'il racontait était tout à fait intéressant, tout à fait important. D'ailleurs, c'est ce qui faisait. Enfin, c'est ce qui a amené de l'audience. Nous, clairement, la direction à l'époque nous avait dit, mais en fait, il va rester parce qu'il nous fait de l'audience. Donc, et c'est pareil sur le service public. Éric Zemmour a fait des années sur France 2. Enfin, voilà, faut pas qu'on se raconte d'histoire. En fait, si on considère que le problème est CNews, on se trompe. Oui. Le problème, c'est le traitement journalistique global de ces sujets, qui est, franchement, moi, je ne peux pas dire autrement que raciste. Tout simplement. Enfin, à un moment, il faut qu'on dise les termes. Donc, soit on regarde notre métier en face et on dit les choses, soit on va en fait continuer comme on fait depuis des années et on n'en finira jamais. Et c'est des gens qui partent. Toi, parce qu'en fait, pardonne-moi, Guillaume, mais les gens qui sont ciblés, c'est pas des gens abstraits. Hein. C'est des gens qui existent. C'est des Français de confession musulmane, ce sont des habitants dans les quartiers populaires, ce sont des étrangers aussi qui arrivent et qui vivent ici depuis des années. Et en fait, ça a une incidence dans leur vie. Il y a un impact sur le réel. Mais évidemment, ça a une incidence dans leur vie. Est-ce qu'on peut continuer à mettre telle ville de banlieue sur un CV? Non, on le fait pas. Donc du coup, on se cache, on met plus sa photo. Voilà, c'est tout ça en fait, et ça a une incidence directe sur la vie des gens. Et c'est ça en fait qu'il faut que, à mon avis, notre métier, les journalistes doivent avoir en tête, c'est que on passe pas d'un sujet à un autre sans avoir un impact au quotidien concret dans la vie des gens. Et à partir du moment où on a compris ça, je pense qu'on peut faire attention. Toi, tu avais participé au Bondi Blog, tu étais à la création ou tu es arrivé... Non, je suis arrivé quelques années après. Tu es arrivé quelques années après, c'était un exemple de contre-discours. C'était une réponse. C'était une réponse. Voilà, mais figure-toi, Guillaume, je ne sais pas si tu le sais, peut-être que les gens ici ne le savent pas, donc le Bondi Blog, média en ligne, qui raconte l'actualité à travers le regard des habitants des quartiers populaires, ou qui raconte tout simplement ce qui se passe dans les quartiers populaires. C'est des Suisses qui ont créé le Bondi Blog. Ah oui. C'est pas des Français. Ah ouais, ça en dit long sur l'état du... Ça veut tout dire. C'est pas les Français qui ont eu cette idée de donner la parole au quotidien et de donner les clés d'un média à des habitants d'un quartier populaire ou d'une ville populaire. Ce sont les Suisses. Donc ça en dit énormément. Et oui, le Bondi Blog, c'est une réponse à ça, mais en vrai, c'est à l'intérieur aussi des médias traditionnels et des médias mainstream que ce travail doit être fait. Sauf qu'en fait, ce n'est plus un sujet. Aujourd'hui, vous entendez encore parler évidemment de diversité comme on faisait en 2005. Ça n'existe plus. Moi, j'en ai parlé un jour à un copain de BFM. Il m'a dit, mais c'est plus un sujet chez nous. Ça veut dire que ça a même reculé alors. Mais ça a reculé, bien sûr. Alors on a avancé sur d'autres choses, par exemple sur la question de la parité ou du sexisme ou de la manière dont on parle des violences conjugales ou des féminicides. Ça, on a beaucoup avancé et tant mieux. Mais par contre, sur le reste, effectivement, on a énormément reculé. Enfin, franchement, aujourd'hui, le traitement journalistique de ces sujets-là, c'est une honte. On ne va pas se raconter d'histoire. Il y a encore un tout petit peu de taf, on va dire. C'est peut-être l'ironie encore, c'est pour toujours. Pour Aymeric. Ça va, Aymeric? Ouais, ça va. Tout va bien, impeccable. On va revenir à tout ça, bien sûr, après une courte pause musicale. J'ai bien compris que Kanye, ok, c'est non. Donc, on va s'écouter un titre de Benjamin Netanyahou qui s'appelle... Non. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu Kanye West et Benjamin Netanyahou dans la même pièce? Alors oui, et on s'en fout. Alors que Exotica, la chanson de Lescope, on s'en fout pas, parce que c'est une invitation au voyage, clin d'œil, sœur, et à l'amour, et donc c'est un grand oui. Et je dis pas du tout ça parce que le clip est réalisé par Ovidie avec Émilie Mazoya à l'intérieur. Enfin si, je le dis aussi d'ailleurs. C'était Exotica de... Lescope, Radio Nova, vous êtes toujours bien ici. C'est la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey, notre invitée, la journaliste Nassira El Moadem. Et elle nous a rejoint autour de la table, notre philosophe préférée. Elle a un nom à bosser au Puy du Fou, mais un discours à foutre le feu au Puy du Fou. Alice de Rochechouart.
C'est bien ou pas? Ah ouais. J'ai bossé. Hein. Je vais faire tatouer. On t'écoute, Alice. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Déjà, Guillaume, j'espère que t'es pas trop déçu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que France Inter avait annoncé la grille des programmes, mais t'es pas dedans. C'est vrai que j'ai beaucoup espéré. Oui. Alors, par contre, il y en a un qui arrive, hein, c'est le journaliste Benjamin Duhamel. Ouais. Alors, je sais pas, vous avez l'air de le connaître, ok. Ouais. Donc, lui, c'est l'héritier de la dynastie Duhamel. La famille où ils sont tous journalistes, directeurs, directrices de France TV, quoi. C'est même, quand même, le cousin d'Amélie Oudéa-Castéra, hein. Ouais, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, surnommée la météorite de l'Élouse. Elle nous manque en vrai. Un peu. Ouais. Bon alors, ça fait un peu polémique hein, l'arrivée de Duhamel parce que soi-disant, il serait un peu pistonné. Non. Tout ça parce qu'il a une famille écrite en bleu sur Wikipédia. Non, moi je pense pas. Hein, vraiment, la France, c'est le pays de la méritocratie, quoi. Ouais. Le mérite, c'est une valeur en fait qui devient très importante à la Révolution pour remplacer l'ancien régime et la noblesse héréditaire. Vous savez, cette époque bénie où ça aurait été moi, la chef de l'émission. Ouais. Mais malheureusement, j'ai un peu le seum. Depuis la Révolution, le mérite est brandi comme le principe de justice par excellence. Alors évidemment, on sait depuis longtemps que le système n'est pas méritocratique. La France est l'un des pays où la reproduction sociale est la plus forte. Et aujourd'hui, les inégalités de richesse sont les mêmes qu'en 1800. Et c'est vrai. Voilà. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, on ne remet pas en question le principe du mérite. On critique plutôt sa mise en pratique, qui serait imparfaite. Et pourtant, la méritocratie n'est pas seulement un mensonge, c'est un principe injuste. Et ça, c'est ce que montre le philosophe Michael Sandel. Dans son livre « La tyrannie du mérite », il explique que la méritocratie est contradictoire pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on n'est pas responsable de ce dont on hérite. Nos gènes, nos prédispositions, notre bonne santé, notre cadre familial, tout ça est inné et dû au hasard, donc ça n'a aucun sens de parler de mérite. Deuxième raison, on n'est pas responsable de ce qui est valorisé ou non dans une société. Par exemple, si c'était savoir boire de la bière en étant allongé, Émeric, tu serais Premier ministre. Voilà. Si c'était savoir mentir pendant des décennies pour couvrir des centaines d'actes pédocriminels, ce serait François Bayrou. Mais heureusement que c'est pas le cas. Hein. Vous imaginez? Oh là là. Bon, en fait, il y a tellement de choses qui échappent à notre contrôle que la méritocratie n'a strictement aucun sens. Le mérite, c'est pas un principe de justice, c'est une manière de légitimer la hiérarchie et le statu quo. Comme le dit Sandel, la méritocratie n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient le terme méritocratie? Il est créé par un homme qui s'appelle Michael Young. Ouais. Non, t'inquiète, Juliette, je t'ai vu sursauter un peu. C'est pas le même. Lui, c'est un sociologue et homme politique britannique. Non, c'est pas ça. C'est pas, alors, pas le même. Donc, un homme politique et sociologue britannique qui, dans les années 50, a écrit un livre qui s'appelle « L'ascension de la méritocratie ». Et c'est un livre qui se déroule en 2033. Il y raconte comment le Royaume-Uni a aboli l'aristocratie de naissance et est devenu une société de caste fondée sur la formule « QI plus effort égale mérite ». Les classes dominantes dans le livre sont encore plus cruelles qu'avant, car elles sont désormais certaines que leurs privilèges sont mérités, à tel point que l'histoire finit en révolte. Donc en fait, la méritocratie, au départ, c'est le nom d'une dystopie. Mais dans les années 80 et l'arrivée du néolibéralisme, on adore, la méritocratie devient peu à peu un idéal. Et comme l'explique le philosophe Michael Sandel, elle a les effets politiques catastrophiques que Michael Young décrivait déjà dans son livre. T'inquiète Juliette, c'est bientôt fini. Alors, on assiste à ça. Les élites sont pleines de mépris pour les classes défavorisées, tout le monde intériorise le système et pense qu'il ou elle est responsable de sa situation. La méritocratie génère une politique de l'humiliation. Et en fait, il n'y a qu'à voir comme ces gens prennent tous les autres pour des idiots. Par exemple, Benjamin Duhamel a déclaré que ses modèles étaient Léa Salamé, David Pujadas et Patrick Cohen. Et il a dit, comme eux... Attendez, vous en êtes déjà, vous allez voir la suite. Il y a des gens qui ont vomi là dans le public. Déjà. Mais c'est les invités de la semaine prochaine, c'est ça? Alors, il a dit cette phrase, comme eux, j'espère qu'on ne sait pas pour qui je vote quand je fais mes interviews. C'est rigolo. Benjamin.
On dirait mon fils de 3 ans qui ferme les yeux et qui dit « Je suis caché !» Ben Benjamin, on sait très bien pour qui tu votes. On le sait que tu veux un cap clair, hein. On le sait. Tiens d'ailleurs, à propos de Glucksmann, il a 2 enfants avec Léa Salamé. Donc l'avantage, c'est qu'on sait déjà qu'il présentera la matinale de France Inter en 2055. Et avec un peu de chance, ils pourront peut-être même virer tes enfants, Guillaume. Merci beaucoup, Alice. Alice de Rochechouart, qu'on peut retrouver en podcast. Le podcast de cette chronique, mais également ton propre podcast qui s'appelle Fil d'actu. Fil, P-H-I-L, philosophie, Fil d'actu. Je crois qu'il y avait une question à poser à notre invité Nassira El Moadem, qui est toujours avec nous, qui est journaliste. Donc le sujet concerne un tout petit peu. Ben oui, c'était pas un hasard. C'était pas de l'ironie. Si, c'était de l'ironie. Ouais, il y en avait. Oui, bon, on parle de Benjamin Duhamel dans cette chronique, et puis tu parlais de reproduction sociale, d'entrisme tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que tu penses de son arrivée à France Inter? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans le cas Duhamel? Est-ce qu'il aurait fallu lui interdire de faire carrière, le cancel, le censure? Enfin voilà, à ton avis, ce serait quoi la bonne approche pour justement lutter contre le népotisme et l'entrisme? On dirait un peu un tribunal révolutionnaire. Alors qu'est-ce qu'on fait de Benjamin Duhamel? Non, mais je peux pas m'en empêcher. On l'enterre. Non mais j'ai le droit parce que mes ancêtres... Oui, toi t'as le droit, c'est bon. Non. Pardon, Nassira. Et moi, vous ne voulez pas que je parle de couper la tête parce que franchement, c'est une autre... Ouais, ah là là, ouais. Trop tard, les extraits sont repris. Trop tard. Et voilà. Non mais... Je veux dire, on peut pas l'empêcher de faire carrière. Il a déjà une carrière. Je veux dire, Si, enfin, si on c'est pas le le tue. sujet. Non, voilà, mais non. Non mais un croche-patte. Un croche-patte avec Il a des déjà... Laissons répondre Nassira. Il a déjà un travail. Il travaille à BFM. Là, en plus, il va cumuler. En fait, c'est ça le problème. Enfin, je crois, moi personnellement, le principal problème, c'est qu'il va cumuler. À France Inter, il y a des gens très capés et des gens qui, à mon avis, aimeraient beaucoup avoir l'interview politique des journalistes en interne. Donc je pense qu'à mon avis, pour eux déjà, ça va être pas facile à vivre. Et puis, franchement, il a déjà un boulot, quoi. Il y a quand même des dizaines, des centaines de journalistes qui sont au chômage dans ce pays. Moi, j'ai des copains qui n'arrivent pas à travailler, qui sont obligés de faire des boulots alimentaires. Donc en fait, on fait quoi de tout cela? Je veux dire, on peut parler de Benjamin Duhamel pendant 10 ans, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour cela? Qu'est-ce qu'on leur propose comme boulot? Est-ce que Benjamin Duhamel ne pouvait pas continuer à faire sa vie à BFM et laisser la place à d'autres? Peut-être qu'il a des fins de mois difficiles aussi. On sait pas. Sûrement. Non, On mais peut faire une cagnotte ou quelque chose. Ça interroge beaucoup quand même, parce que franchement, la question des cumuls, elle est vraiment importante dans notre métier, dans notre milieu journalistique. Il y a un vrai problème sur ça. Je pense qu'à un moment, il faut que les gens aussi soient un peu mesurés en se disant bon, je me retire de la vie politique et je laisse la place à d'autres. Je crois que c'est aussi ça le sujet, à mon avis. C'est-à-dire, Nassira, qu'il va falloir attendre que des gens soient moins avides. Pardon. Non mais je Ouais. Mais peut-être la solution d'Emeric finalement serait à... Moi je sais que Douli peut faire le travail. Voilà, on avance. Bon, merci en tout cas. On a traité le cas Duhamel, mais ça pose des questions. Ouais, Duhamel, il a dit j'espère, je suis un peu agacé, j'espère quand même que les gens pensent pas que je suis là que grâce à mon nom. Voilà, chacun se fera un avis en rigolant. Il y a un peu d'humour en même temps, c'est très bien. Merci beaucoup à vous deux, merci de nous ouvrir l'esprit. Surtout, il est l'heure à présent de le refermer, car c'est la publicité. Eh oui. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey, Alice de Rochechouart qui est restée avec nous et notre invité Nassira El Moadem. Il est 19h18 et c'est le moment de retrouver celui qui a fait la une du site Téléstar cette semaine avec ce titre légendaire. Il traite Gilles Boulot de grosse cuve à pisse. Qui d'autre que Pierre-Emmanuel Barré? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Il n'a aucune autorité. Aucune autorité. Cessez de vous réjouir. Nicole Croisille est morte. Nicole Croisille, putain, chabadabada. Et c'est pas tout, Philippe Labro aussi nous a quittés cette semaine. Philippe Labro, l'immense auteur de Philippe Labro, putain. Mais enfin, où va s'arrêter cette hécatombe? À quoi bon lutter quand la marche implacable du temps nous arrache tous ceux qu'on aime? Qui d'autre vas-tu nous enlever, foutu destin? Jacques Balutin, Orlando,
C'est eux les prochains sur ta liste macabre. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on prenne tous un moment pour dire un souvenir qu'on a avec Nicole Croisille ou Philippe Labro. Je vais commencer, c'est facile, j'en ai qu'un. C'est hier quand j'ai appris qu'ils étaient morts. J'ai aussi appris qu'ils étaient tous les deux nés en 1936. Hasard, hein. En tout cas, si vos parents ou grands-parents sont nés en 1936, c'est peut-être leur moment de leur faire un gros câlin. Et si vous êtes né en 1936, commencez à acheter vos yaourts à l'unité, c'est pas bien de gâcher. Alors, je vois des visages surpris dans le public. Hein. C'est peut-être pareil chez vous, vous vous dites pourquoi ils nous parlent de la mort de Nicole Croisille et Philippe Labro alors qu'on en avait déjà rien à foutre quand ils étaient vivants. Et bien justement pour vous sortir de votre zone de confort, pour soulever un peu vos œillères, pour vous challenger, comme on dit dans les écoles de commerce, entre deux viols en week-end d'intégration. Vous croyez que c'est en écoutant cette émission que vous allez apprendre quelque chose? Progresser? Non, hein. Tous les dimanches, c'est le même refrain. Ouin ouin, Gaza, Bayrou menteur. Retailleau, il est tellement raciste, il est persuadé que si Jamel Debbouze a toujours la main dans sa poche, c'est pour cacher un détonateur. On tourne en rond. On tourne en rond et en plus, on ne sert à rien. Hein, Guillaume, Juliette, Aymeric, sincèrement, vous trouvez que le monde va mieux depuis septembre? Non. C'est fou, hein. Qui aurait pu prévoir qu'appeler à la révolution entre deux pubs Carrefour n'aurait pas l'impact escompté? Je ne comprends pas. Donc, deux options. Soit on continue comme ça en espérant qu'un jour, par hasard, quelqu'un tombe sur l'émission et se dise « Mais ils ont raison, ils m'ont ouvert les yeux, je suis un sac à merde. Brigitte, je démissionne de l'Élysée. » Soit, autre option, on est lucide, on avoue que c'est peine perdue, que les libéraux, les fachos et les gens qui disent « Moi je suis quelqu'un d'entier, on me changera pas », ont gagné. Et on profite de ce petit rendez-vous hebdomadaire pour s'aventurer dans l'inconnu et s'ouvrir un peu l'esprit. Saviez-vous qu'avant d'embrasser une carrière artistique, Nicole Croisille a suivi des études de dactylographie? Mais heureusement pour nous, elle a choisi le chemin des paillettes et du music-hall pour nous offrir le plus beau des cadeaux, sa voix. Waouh! Waouh! La vache! Mais quel enfer! Mais c'est insoutenable! La vache, elle devait vraiment puer du cul en dactylographie pour penser que la chanson c'était une solution. Non, je suis désolé de vous avoir infligé ça. J'aurais dû écouter avant. C'est pas pro. Pardon, patron. Comme quoi, parfois, s'aventurer dans l'inconnu, c'est une très mauvaise idée. Puis on va pas la plaindre, Nicole, elle avait 88 balais, elle a vécu 4 ans de plus qu'une ouvrière française et 87 de plus qu'une ouvrière gazaoui. Vous savez quoi, c'est tant pis, on va continuer à camper sur nos acquis. On se retrouve la semaine prochaine pour servir à rien entre deux pubs. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, featuring Nicole Croisille. On se retrouve en podcast en tournée en France, partout au Bataclan. En décembre, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Nous sommes toujours avec Nassira El Moadem. On parlait de s'ouvrir l'esprit. On va parler voyage. Puisque tu... ouais, parce que je suis champion de France de transition. C'était pas une transition de merde. Merci Aymeric. Vous n'avez pas à dire ça à Guillaume en fait. Aymeric, tu es désormais l'invité de l'émission. J'en ai marre de Nassira. Ouais. C'est quoi le sujet? Ouais, non, on va partir plutôt avec Nassira au Bled. Tu viens de sortir un livre. Merde, je t'en fous. Putain, c'est mon instant promo, arrête. C'est vrai, là il est en train de te fumer toute ta promo. Et si on rentrait au Bled en train? C'est le titre de ton livre chez Voyage Gallimard et tu l'as fait. Tu es rentré au Bled en train et tu nous le racontes dans un ouvrage qui est hybride, puisque tu donnes à la fois, ça fait un peu guide touristique à la fin, et à la fois guide de voyage. Comment tu as eu l'idée de rentrer en... Alors en 2022, on a tous la même idée, nous les enfants d'immigrés, les immigrés, parce que pendant des années, les frontières avaient été fermées à cause du Covid. Et donc on veut tous rentrer au Bled. Alors c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Pour moi, c'est le Maroc. Ouais. Et on va tous regarder les billets d'avion. Et là, on hallucine sur les prix. C'était complètement démentiel. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder le train. Ce que je n'avais jamais fait avant, et pourtant moi je suis une passionnée de train, je voyage tout le temps en train, et là je regarde et je vois que c'est moins cher, et donc je m'amuse à construire mon voyage, et donc depuis 2022 effectivement on rentre au Maroc, au Bled, en train tous les ans. Mais alors historiquement c'est en bagnole, puisque tu le racontes au début de ton livre.
Il y a le tonton du bled, quoi. Voilà, Ouais, l'image qu'on a, nous, les gens qui ne rentrent pas au bled, c'est la bagnole chargée. C'est pour ça que j'ai voulu le faire de cette manière-là, parce qu'en fait, le voyage en train, finalement, c'est un peu le renouveau du voyage en voiture avec la famille. Ouais. Et moi, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie. Moi, j'ai plein de souvenirs de ces moments-là avec ma famille. Alors, c'était galère, hein. Franchement, on n'était pas bien dans la voiture. On avait une 505 break, on était là à transpirer, c'était horrible, on n'arrivait pas à dormir. Ça durait 3-4 jours. Il y avait des cadeaux partout, on ne savait pas où mettre les bras, les pieds. Enfin bref, c'était horrible. Ouais. Ça durait 3 jours à peu près, mais évidemment avec le temps qui passe, c'est beaucoup de nostalgie, et j'avais envie de transmettre cette histoire à mes enfants qui eux ne l'ont pas connue, n'ont jamais fait de voyage en voiture jusqu'au Maroc. Et en fait, le voyage en train jusqu'au Maroc, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est le temps long, c'est un voyage à hauteur humaine, quoi, parce qu'en fait les vols, on se souvient de rien, les vols aériens, il n'y a pas de plaisir, c'est pas chaleureux. Là, il y a moins d'aventure. On rencontre plein de gens, c'est l'épopée, et pour les enfants, c'est l'aventure. Et puis c'est plus écologique. Ouais, c'est 24 fois moins d'émissions carbone en train qu'en avion, donc tu fais le calcul assez rapidement. Et il passe par où le train Il passe par là où tu veux aller, en fait. Nous, notre destination finale. C'est pour ça qu'il arrive jamais à destination. Il tape au hasard, alors. Il prend beaucoup d'élan avant le détroit de Gibraltar. Oui, parce que moi je me dis, mais le train il coule au moment, il coule le train. Non, mais il y a des ferries. Le train il arrive. Mais il y a des ferries. À mon avis, il fait 20 mètres. Il y a des bateaux. Il y a des bateaux. Mais ferme-la. Il y avait une question. Il fait 20 mètres avec l'élan qui fait 20 mètres, après ça coule. Non, mais quand même, juste pour répondre à Émeric, c'est important. Ce qui n'était pas tout à fait idiot comme question. Non, mais bien sûr, parce qu'en fait, la destination finale à moi, c'est Casablanca, mais après, tu peux passer par Barcelone ou Madrid. L'Andalousie, c'est hyper grand. Tu peux, voilà, tout dépend de combien de temps tu veux faire en trajet. Nous, on fait 3 jours. Donc, du coup, on prend le temps. Et donc, on fait beaucoup l'Andalousie parce qu'on adore ça. On adore Cordoue, par exemple. Mais après, tu vois, l'Espagne, c'est grand et tu peux te faire plaisir, quoi. Mais il y a quand même un truc qui manque par rapport au voyage en voiture, c'est on ne ramène plus des tonnes de cadeaux. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Alors, nous, on a un rapport à la famille, au pays qui est différent. Vous les aimez pas? C'est ça. Ouais, je comprends. Tu vois le truc? Non, tu vois, nos parents, eux, l'urgence, c'était de rentrer le plus vite possible pour voir leurs parents, parce qu'ils n'avaient pas vu leurs parents et leurs frères et sœurs pendant 1 an. Nous, si tu veux, nos parents sont ici, nos frères et sœurs sont là, donc on a nos oncles, nos tantes, on les adore, évidemment, mais tu vois, on n'a pas ce lien direct avec eux. Donc, par contre, on peut ramener un peu d'argent, parce qu'en fait, le Maroc des années 80-90, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Il a évolué, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont disponibles, c'était pas le cas à l'époque. Ouais. Donc voilà, on peut filer quelques billets à la famille. Merci beaucoup, Nassira. Donc on conseille ton livre. Et si on c'est pas que pour les enfants d'immigrés, hein, le guide d'un sauveur, pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent aller au Maroc, pour décentrer le regard, parce qu'en fait, moi, je parle de bled, et juste une chose, c'est hyper important. Le titre, c'est et si on rentrait au bled en train. Et en fait, ce titre, c'était une forme de retournement de l'injure de tous les racistes qui me disent chaque jour sur les réseaux sociaux, rentre chez toi, rentre dans ton pays, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de leur dire, bah ouais, en fait, je rentre chez moi, je rentre dans mon bled, le Maroc, et puis par ailleurs, je re-rentre dans mon autre bled en France, et en fait, ça se passe comme ça tous les ans, et ça va jamais s'arrêter. Et on les embrasse. Non, on les embrasse pas. On les embrasse pas. Non. Merci beaucoup, Nassira. Merci Émeric aussi pour les conseils voyage. On va continuer à parler des récits, des combats, des bagarres, des histoires avec Juliette Arnaud. Et que nous fait chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire, docteur. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci beaucoup. Alors, il semble que de plus en plus de réservistes israéliens refusent de reprendre les armes. Ils ne veulent plus porter l'uniforme sous le gouvernement actuel. L'État les considère alors comme des déserteurs. Alors, quand on est française, c'est un mot qu'on connaît bien, déserteur. Vous savez, comme le personnage narrateur de la fameuse chanson « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter le déserteur Boris Vian. » La date de sortie, ça importe beaucoup pour la bonne santé d'une chanson. Cette chanson-là, elle sort en 54, c'est-à-dire que l'armée française est en train de se prendre une déculottée en Indochine et va se lancer dans la guerre d'Algérie, où elle va à nouveau prendre une déculottée. En tout cas, la chanson est censurée, mort du titre, fin de la bonne santé. Et puis résurrection, lorsqu'arrivent les années de la contestation, les années 60, elle devient littéralement cette chanson un des hymnes du pacifisme, reprise un peu partout en Italie, aux États-Unis, sauf que majeur. Mouloudji,
le premier chanteur, avait adapté, avec l'accord de Boris Vian, les paroles de la chanson, la fin surtout, et c'est plus le même personnage de déserteur. Mouloudji a écrit et chanté, et tout le monde après lui, à la fin de la chanson, « Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Vian, lui, originellement, avait écrit la fin suivante, « Prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer ». Bon. Eh ben là, forcément, c'est pas la même sauce. Là, on n'est plus exactement chez un pacifiste. Et si je pousse le bouchon un peu loin, parce que c'est rigolo de pousser des bouchons, hein, Guillaume, hein, Pierre? Oui, c'est vrai. Non, pas toi, Émeric, parce que je t'aime. Si on pousse le bouchon un peu loin, je me demande si on n'est pas passé directement dans les ranchos du colonel Kurtz, du film de Coppola, Apocalypse Now de 79, où on suit le capitaine Willard qui remonte une rivière en pleine guerre du Vietnam jusqu'à l'amont de cette rivière où se trouve un certain colonel Kurtz. Parce qu'il y a un problème avec Kurtz. Je cite les généraux de Willard qui parlent de Kurtz en disant « ses idées, ses méthodes sont devenues malsaines. Manifestement, il est devenu fou. » Il est bien pratique ce mot « fou ». Mais en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais l'essentiel, c'est surtout que Kurtz ne répond plus aux ordres. Alors, la mission pour Willard est la suivante. Je cite à nouveau les généraux. Retrouvez-le, infiltrez-le et mettez fin à son commandement. Ça, c'est un truc qui est bien pratique, hein, encore, avec les mots. C'est que c'est pas, tu dis pas videz votre chargeur dans la nuque de Kurtz, tu dis mettez fin à son commandement. Et Willard, il a beau être un jeune homme, il est déjà trop vétéran pour être dupe. Alors, il pense, et on le sait parce que c'est sa voix off, il pense des assassins qui accusent un assassin. Il pense aussi accuser un soldat de meurtre, autant coller des excès de vitesse à un pilote de F1. Quand vers la fin du film, il va finalement rencontrer Kurtz, et que Kurtz comprend qu'il est venu pour le tuer. Il va lui demander à Willard, êtes-vous un assassin? Willard va répondre, je suis un soldat. Kurtz va lui rétorquer, non, vous êtes un garçon de course payé par des épiciers pour encaisser une facture. On ne sait pas à la fin du film ce qu'il adviendra de Willard, mais il paraît que le meilleur moyen de devenir antimilitariste, c'est d'avoir fait la guerre. Comme Jean Giono, par exemple, qui s'était cogné les 4 ans de la Première Guerre mondiale. Et au centre d'une de ces nouvelles, il y a un peintre d'origine française qui arrive un jour, dans les années 1850, sans papier, dans une vallée du Valais en Suisse. Littéralement, je cite Giono, il sort comme un cerf tout éberlué des forêts. Dès lors, il va rester ici, dans le Valais, sans papier, vendant chichement sa peinture pour survivre. Et tout le monde, autour de lui dans la campagne, va l'appeler le déserteur. Personne ne sait rien de lui, pourtant, des raisons qui l'ont amené à trouver refuge ici. Mais c'est le déserteur, sans acrimonie, sans jugement, sans curiosité poussée non plus. Il est là, parmi le peuple pauvre des montagnes, parce que chez les pauvres, il y a moins de gendarmes. Il pourrait vivre un peu confortablement, mais non. Il embrasse sa misère, il peint, on le paye d'un bout de fromage, de pain, un coin d'étable, et c'est marre. Giono dit, et le voilà confiné pour toujours dans ces 4 murs, la misère, les gendarmes, la charité et la mort. Ce déserteur a réellement existé, il s'appelait Charles-Frédéric Brun, personne n'a jamais su ce qu'il fuyait, et Giono le pacifiste, sans résoudre ses secrets, parvient à en faire une histoire que chacun, chacune, moralisera comme il l'entend. Mon épitaphe, n'hésitez pas à rajouter, pas plus que Jeanne d'Arc, que Sarah Connor, elle persiste à faire la sieste. Chut. Juliette Arnaud, merci Juliette. Merci. Qu'on retrouve en podcast, bien évidemment en vidéo. Et pour rester dans le thème de la guerre, malheureusement, je profite de ce petit moment pour affirmer au nom de toute l'équipe notre soutien à l'opération de la Flottille pour la Liberté qui tente d'apporter de l'aide humanitaire en ce moment à Gaza. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, de leur envoyer des messages de la force. Merci à vous. Petite question rituelle dans notre émission, Nassira, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Toujours, voilà, sur la question la plus difficile pour les invités. Nicole Croisille. Non, mais j'écoute beaucoup de Chopin. Je suis une passionnée de Chopin. Ok. Et pour comme travailler. Ouais. Je savais qu'on avait ce point commun. Ouais. Dès qu'il y a le mot shop, ouais, bien sûr. Alors, et est-ce les qu'on va nocturnes, écouter les nocturnes de Chopin. Eh ben, ça tombe. Oui, les nocturnes. Ouais. Pour moi, on peut l'écouter quand on veut. Juliette, est-ce que c'est ça qu'on écoute? Ça serait absolument incroyable. Ça serait incroyable, mais c'est pas possible. On va écouter Blasé fit Collaboy, et ça collabore les deux pour faire du disco, mais aussi du hip-hop. Parce que pourquoi est-ce
qu'il faudrait choisir. Moi, personnellement, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je fais donc obstruction, je choisis de ne pas choisir et j'en ai besoin. I need it. La dernière. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré. Notre invité, la journaliste Nassira El Moadem. Et c'est le moment de la séquence, l'invité de l'invité. Toutes les semaines, c'est notre invité qui choisit l'invité de cette séquence. Bienvenue, Amar Sali, qui est avec nous. Salut Amar. Bienvenue parmi nous. Alors, tu es un ancien patron de bistrot, et pas n'importe lequel, le Jockey Club, c'est ça. Et ce bistrot est plus connu sous le nom de Café de Sevran, en Seine-Saint-Denis, parce qu'un jour, une équipe de télévision débarque. France 2, voilà, citons-les, service public, nos impôts, merci beaucoup. Ils débarquent en caméra cachée, ça se passe en 2016, et qu'est-ce qui se passe ensuite, Amar? Déjà, rapproche-toi bien du micro, ouais. Je voudrais dire bonjour aux Sorettes, aux frérots. Bien sûr, pour les enfants. Et voilà. C'est la taquilla qui commence. Non, c'est pas des journalistes de France 2. C'est pas des journalistes, d'accord? Non, c'est c'était une fameuse brigade, la brigade des merdes. Mais avec une carte de presse quand même, visiblement. Pas du tout. Non. Bah alors, est-ce que tu peux nous raconter alors qu'est-ce qui... C'est commandité, j'ai pas pu le prouver. D'accord. Mais bon, bah, voilà, il y avait un agent politique pour certains. Voilà, et puis je me rappelle de la scène, ils sont venus en septembre. Ils sont venus me demander... 2016. 2016, ouais. Ils sont venus demander... rentrer dans le bar, demander un renseignement. Ils ont commencé à discuter avec les gens qui étaient là à tabler, au comptoir. Et nous, le samedi, il y a un rituel. On prépare notre petit loto sportif. OK. Voilà, donc on était au coin, tranquille. Je les vois un peu tardés, bien notés. Je leur dis, bah écoutez, asseyez-vous. Et vous désirez quelque chose? Non, non, mais on attend quelqu'un, on ne sait pas. Bon, voilà. Bon, en plus, ils ne consomment pas. Bien. Voilà. Soi-disant qu'on leur a interdit, attention. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, si un lapin, il arrive à ouvrir la porte et arrive jusqu'au bar, il me demande un jus de carotte, je le sers. Parce que, oui, après ils t'ont accusé de pas exactement, d'interdire. En plus, de beauté divine comme ça, c'est du champagne pour eux, c'est plus... Mais, attention, on est musulmans, nous. Hein. Donc après, ils font un reportage, parce qu'il faut expliquer, il y a des gens qui connaissent pas l'histoire et qui... je vais vous dire, le 7 décembre 2016, j'étais rentré, donc c'était un mercredi, j'étais rentré de bonne heure à la maison. Le journal de 20h, on regarde comme tout le monde, voilà, tablé, et puis j'entends l'œil du 20h, il lance le truc, et puis il parle d'une ville qui est à côté de Lyon, Rieux-la-Pape. Ah, j'ai encore un truc sur les islamites. Ah, je zappe, c'était sur la 2, je me mets sur la 1. On veut bien s'informer, on va pas mourir imbécile. Alors, et puis voilà. Et puis moi, j'ai le réflexe, dès que je rentre, le portable, je le mets en silence, à charger, et puis je l'oublie. Bon, voilà. Le lendemain matin, j'arrive à 7h pour ouvrir mon bar, je vois une foule de clients. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a quelque chose de gratuit. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a gagné au loto. Je dis, c'est pas possible. Puis on me dit, ah, t'as pas vu hier soir, on a essayé de t'avoir. Puis effectivement, je regarde mon portable, et puis je vois, il y a des messages, Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'allume la télé, et je vois mon bar. Ah, je dis, c'est pas possible. Le bar interdit aux femmes. Alors voilà. Alors, et puis, alors, je vais vous dire, une déferlante médiatique, j'ose même pas vous dire. C'est un truc, il faut être bien assis, mais je voudrais pas que ça arrive à personne. Mais ça, un truc comme ça. Mais je dis, maintenant, ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'avec ce qui se passe, là, les médias mainstream, là, qu'on voit, là, ils vont tout vous sortir. Hein. Si un jour, si c'est pas ça, c'est ça. C'est pour nous endormir, hein, je vous le dis. Hein. Donc ils ont fait un reportage en caméra cachée, c'est ça, hein, pour résumer, et voilà. Ils ont voulu faire passer ton bar pour un repère d'islamistes en disant, voilà un bar où on n'accueille pas les femmes, en interrogeant vite fait 2 personnes qui étaient... Non, même pas, ils ont agressé, justement, parce que bon, comme c'était des beurrettes de service, alors j'ai dit aux gens un petit peu, parce que nous on est de banlieue, moi je suis un vrai titi parisien,
Je suis né à Paris, moi, dans le 20e. Bon, je connais un peu l'argot, je connais les choses, et je leur ai dit, je parle un petit peu gitan. Je leur ai dit de moucaver, de cette terre, pas parler avec cela, avec la raclie comme ça. Faut pas parler. Ouais. Bon, il y en a un. Puis elle poussait toujours le bouchon. Elle se restait 1h30 dans le bar pour un renseignement. Ah oui, ok. Heureusement qu'elles n'ont pas consommé. Hein. Ils sont encore. Et donc tu découvres ça, donc après déferlante médiatique, c'est un buzz aujourd'hui. Bah, c'est simple. Par contre, j'ai fait une erreur. Le jeudi, j'ai vu que l'émission de Fogiel, qui était sur RTL, il a dépêché une journaliste, Émilie Boujard. Et j'ai pas voulu lui répondre. Et j'avais 2 clientes qui étaient dans le bar, qui n'étaient pas interdites, hein, celles-là. Ouais. Donc ils sont en disant que je voulais pas, parce que moi je voulais pas ébruiter. Moi, pas relancer, pas mettre une pièce dans la machine. Facile, tranquille. S'ils vont pleurer pendant 2 jours, ils vont les avoir sur les endosses, et je vais être tranquille. Ça a duré 7 mois. 7 mois. Et toi, Nassirat, quand t'as vu ça, tu t'es dit... Est-ce que tu t'es dit, oh, quelle horreur, il y a un repère d'islamistes à Sevran et la semaine d'après, j'ai eu un deal, je vais vous expliquer. J'ai eu comment s'appelle, l'envoyé spécial de complément d'enquête, Mathieu Fourreau. Il est venu, s'est présenté, il est venu, j'étais pas dans le bar. Parce que le matin, je m'absente, j'ai des commandes à passer, bon, ben voilà, je fais l'ouverture, je fais la fermeture, je prends des moments de détente, donc une petite toilette et tout. J'arrive, je vois, il y a le barman qui me dit, écoute, il y a un monsieur qui t'attend, il me sort la carte, il me donne la carte, complément d'enquête, France 2, voilà. Et il m'explique, il était surpris, il me dit, il y a des femmes. Je dis, non, mais c'est important ce que dit Amar, là, parce qu'en fait, moi, Mathieu Fourou, qui n'est plus journaliste à complément d'enquête, donc du coup, moi, je l'interroge parce que avec le Bondi Blog, on fait une contre-enquête, justement. Et moi, je me rends à plusieurs reprises au Café de Sevran, je m'y rends à 2 reprises en l'interrogeant lui, en interrogeant d'autres personnes, et puis je m'y rends quand il n'est pas là, pour faire mon travail, tout simplement. Et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a des femmes tout le temps. Et donc, Mathieu Fourou, je l'ai eu, effectivement, il me dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé aux 20h, en fait, moi je les ai vus, les femmes. Finalement, ils ne font pas de sujet sur ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils parlent de 7 mois de harcèlement, c'est 7 mois non-stop de papier, de journaux télé, de journaux radio. De menaces aussi, j'imagine. On lui dit qu'il est un islamiste. On lui dit qu'il refuse les femmes. Enfin, c'est très très grave ce qui s'est passé, parce que du coup, lui, il a dû fermer son bar. Aujourd'hui, il l'a plus. Quoi ? Et est-ce fermé par Castaner. Ah, dis donc, on l'avait oublié celui-ci. Il a dû fermer son bar. Et est-ce que France Télé s'est excusé ? Est-ce que France Télé a pris la parole ? Et donc ils n'ont jamais reconnu la manipulation ? Jamais. Il y a Hervé Bursini qui a sorti un article en 2017. Non, c'est pas lui effectivement, mais en fait c'est nous effectivement au Bondi Blog, voilà. Au Bondi Blog, on a pris la contre-enquête, on continue donc à suivre ce dossier, et en fait on apprend que un des cadres de France Télévisions dit dans une réunion en interne que ce qui s'est passé avec le café, le reportage diffusé par France 2 est un bug. C'est le seul mot qui a été avancé. Il n'y a eu aucune excuse officielle de la part de France 2, mais c'est France 2, mais après il faut comprendre que c'est tous les médias, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de médias qui ont renchéri, et il faut que tu dises aussi toutes les menaces que tu as reçues, des menaces de mort, des menaces, brûler le bar. Moi, ce qui m'a sauvé, je ne vais pas sur le net, je ne pianote pas. Sinon, t'aurais... Donc voilà, peut-être que j'aurais pété un câble, parce que ça peut aller vite. Donc c'est ce qui m'a protégé, moi. Et ce qui a protégé un petit peu ma famille, parce que j'ai une famille derrière. Et puis bon, les gens un peu chez nous, c'est des petits jeunes un peu de banlieue, donc eux, ils étaient contents de voir le bar à la télé. Ils voyaient, mais j'ai eu les télés. La première télé qui est venue, ils m'ont envoyé 5 bombes sexuelles mexicaines. Mais pas du tout interdit aux femmes. C'est peut-être même l'inverse. Ça s'est passé le jeudi à 18h. Je dis, mais c'est pas possible. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parlait tout à l'heure d'impact dans la vie des gens, c'est ça dont il s'agit. Oui, non, mais il y a vraiment un impact sur le réel. C'est ça, un reportage mensonger, très clairement, c'est ensuite ça, c'est-à-dire des menaces. Moi, je te connais maintenant, tu as repris ton poids de forme. À l'époque, tu étais comme ça. Il avait perdu 35 kilos en 3 mois. Donc c'est ça en fait. Donc c'est bien de leur dire et le redire que c'est pas juste du bruit médiatique. Merci beaucoup en tout cas Amar d'être venu témoigner.
On t'envoie de l'amour et du soutien. Merci Nassira également. Vive les bistrots où on peut consommer avec modération. L'hypocrisie française, c'est comme dire qu'il faut moins consommer et balancer une page de pub. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la journaliste Nassira El Moadem. Et elle est de retour autour de la table, celle qui, je le rappelle, n'est pas amoureuse des escargots. Si vous n'avez pas la rêve, c'est que vous n'écoutez pas assez l'émission. Mamari. Allez, merci beaucoup. Bon, je suis pas amoureuse des escargots, je suis amoureuse d'une meuf. Là, actuellement, ça va être le sujet de ma chronique. Donc, Valérie Pécresse. C'est pas elle dont je suis amoureuse. Hein. Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle nous a fait cette semaine, Valoche? Elle a tout bonnement supprimé la subvention de la région Île-de-France pour la marche des fiertés. Voilà. Bouh! Suite à une polémique autour de l'affiche de l'événement. Quoi? Cette dame qui avait marché à la manif pour tous enlève des subventions aux LGBT. Je suis choquée. Valoche, après au moins 15 bonnes minutes de soutien aux LGBT, on croyait que t'étais des nôtres. T'aurais pu devenir la Mylène Farmer francilienne, la Lady Gaga du RERC. Et non, pour une affiche, tu nous as trahis. Et ça m'inspire à citer un poète. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Mais elle ne veut pas. Non, non, non. Vous aurez reconnu Kinvey de l'Académie française. Et qu'est-ce qu'elle a, cette affiche de la discorde? Eh bien, je cite 2 points, ouvrez les guillemets. Dessus, il y a une femme voilée. Vous le sentez venir, le petit bingo des polémiques? Il y a aussi un drapeau palestinien. Et pour le trouver, il faut vraiment fouiller à la loupe. C'est un pin sur la veste d'un des 6 personnages. C'est vraiment le Où est Charlie le plus pété de ta région. Il y a aussi un brassard représentant la langue des signes. Et quel est le problème avec ce brassard? Peut-être qu'il est bleu et pas rouge. C'est ça le problème de la droite, peut-être. Je ne sais pas. Vous n'avez pas compris? Très bien. Il y a aussi un drapeau transgenre sur l'affiche. Quoi? Les drapeaux transitionnent aussi? La droite a peur que leurs drapeaux français deviennent des drapeaux palestiniens. Et donc, il y a aussi sur cette affiche un fasciste malmené. C'est affreux. Et c'est ça le vrai problème. Et j'imagine bien la réunion qu'il y a dû avoir avant que Valérie Pécresse retire la subvention. Ça a dû être terrible. Je pensais que l'argent de poche, vous alliez l'utiliser pour des paillettes et vos maquillages, là. C'est joli, ça. Pourquoi vous voulez combattre le fascisme? Vous voulez pas être jolie? C'est ça, pour la droite, il y a trop d'éléments politiques sur cette affiche. Et je pense qu'ils ont vu cette affiche et ils se sont dit, donc votre truc de visibilité, là, votre histoire, ça va être à la vue de tous. Ouais. Je crois que c'est ça, ils n'avaient pas capté que c'était politique, les luttes LGBT. Il y en a aussi qui se plaignent qu'il n'y ait qu'un seul blanc sur l'affiche et qu'il soit évanoui. Alors déjà, je vois pas le problème. Ensuite, c'est une personne qui représente le fascisme. Il a quand même une croix celtique dans le cou. Ensuite, il est pas blanc, il est gris. Et les autres personnes sont jaunes, violets, orange, bleu et vert. Je pense que si quelqu'un doit se plaindre, c'est les Télétobies pour appropriation culturelle. Donc voilà, j'avais besoin de rappeler que la marche des fiertés, la Pride, c'est une lutte politique. À la base, c'était la commémoration des émeutes de Stonewall. Et la légende raconte qu'elles ont commencé par une femme trans noire qui a jeté une brique sur un policier. Il ne s'agissait pas de vendre des produits arc-en-ciel, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Non, mais parce que je vois la lutte se perdre. Moi, j'ai des pubs sur Instagram pour acheter de la brume hydratante pour le mois des fiertés. Alors, je ne cherche pas spécialement à m'hydrater LGBT. Vraiment, je vous assure, je préfère des droits pour tout le monde, partout. Et le seul moyen de me faire acheter cette brume, c'est s'il y a une offre, une brume achetée, une brique offerte. Mamari, merci Mamari. On peut retrouver le 28 juin, le jour de la marche des fiertés, à 19h45 au théâtre Le République. Merci Mamari. Nassira El Moadem est toujours avec nous. On a parlé de ton métier, de ton rapport aux médias et à la société en général, mais on n'a pas assez parlé de toi et de tes lectures, et ça, c'est la mission
de Juliette Arnaud. Je t'ai demandé, Nassira, quel livre t'était resté de l'enfance? Et tu m'as répondu, enfin, ça, je l'attendais depuis le début de l'année. C'est vrai? Bah oui, Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, ou comment Charlie et le petit Charlie rencontrent le chocolatier Willy Wonka et sa fabrique magique de chocolat. Toi, c'est ce bouquin qui te reste parce que t'étais passionné de chocolat, ou c'est la vie de Charlie hors ticket d'or qui t'avait marqué? Ouais, c'est tout ça en même temps. C'est d'abord aussi la famille, le milieu ouvrier de Charlie Bucket, ça m'a beaucoup marqué. Et puis la gourmandise, clairement. Et ça, c'est toujours le cas. Donc, ouais, en fait, après on a vu le film, mais avant le film, après on a peut-être tous été un peu biaisés par le film, mais avant le film, moi je l'ai lu beaucoup, ce livre. C'est un des livres enfants que j'ai lu le plus, avec Tom Tom et Nana, évidemment. Bien sûr. Et en fait... Ah, il est d'accord. Oui, Emmerich à l'arrêt. Enfin un truc entre nous. Ouais. Ah là là, c'est oui, passif agressif. Et donc, ouais, en fait, Tom et Nana. Tout ce sucre, tous ces chocolats, bah ouais, moi j'adorais ça, ça me faisait rêver. Et puis j'imaginais toute cette usine, ouais, ça. Et puis aussi les méchants enfants qui étaient punis. Et ça, ouais. moi, ça me faisait super kiffer. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'a donné envie de devenir une grande personne. Et là, va me falloir des explications. Parce que tu m'as répondu L'Assommoir de Zola. J'adore, hein, vraiment, je l'aime, je l'ai lu 200 fois. Mais qu'est-ce qu'il y a 200 fois. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire tragique de Gervaise qui a pu te donner envie de devenir un adulte? Non, mais je sais pas si ça m'a donné envie de devenir une adulte, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué cette lecture parce que, en fait, c'est une lecture du monde ouvrier du 19e siècle. Mais je ne comprenais pas de quoi on parlait parce que moi, mon monde ouvrier, c'était pas celui-là et ça me fascinait. Moi, mon père, il était ouvrier à Matra Automobile et il était syndiqué, etc. Donc ça, je comprenais. Mais du coup, je faisais forcément toujours le comparatif entre la vie de Gervaise, son métier harassant de laveuse et le métier de mon père. Et en fait, j'ai toujours voulu comprendre de quoi on parlait en fait quand on parlait du monde ouvrier à travers la saga des Rougon-Macquart. Et surtout, ça m'a fasciné cette manière de décrire au détail la vie ouvrière. Moi, franchement, hein, c'est un des livres qui m'a le plus marqué. Je crois que je l'ai lu au collège, il me semble, dans mon souvenir, parce que c'était d'une précision, parce que c'était anatomique, parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Oui, t'as l'impression d'être dans leur cuisine, le moment où il y a un moment où ils mangent une noix, et où c'est le pinacle de la vie de Gervaise, et t'as vraiment l'impression de manger avec eux. Et alors après, moi j'avais toujours une interrogation, c'est pourquoi il ne l'a pas appelé Gervaise, ce putain de livre, en fait, parce qu'en fait c'est quand même tout autour d'elle, et c'est sa vie en fait qu'il décortique. Et ça m'a toujours marqué. Il l'a vengé parce que quand il fait Nana, il la venge, il l'appelle Nana et pas le bordel. Ouais. Et Nana, c'est la fille de Gervaise. Exactement. Non, c'est la sœur de Tom Tom. C'est vrai. Oui, il faut rappeler les faits aussi au bout d'un moment. C'est pas faux. C'est une émission sérieuse, Juliette. Et enfin, je t'ai demandé quel On enchaîne. Quel livre? Non, il me regarde en sortant sa langue. Mais quand? C'est comme ça que je drague. Quel roman? Super transition du coup avec. Oui. Quel roman te faisait rire? Et tu m'as fait la même réponse que m'avait fait Faiz Hagen à la même question. L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter, qui vient d'être adapté au cinéma. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus fait rire dans cette histoire d'amour-là? Non mais tout, c'est à mourir de rire ce livre. Tous les dialogues, la vie de ce type, donc Mourad, qui est un paumé, qui est un mec perdu, une trentaine d'années, qui sait pas quoi faire de sa vie, et en même temps il fait des blagues racistes, des blagues sexistes, des blagues homophobes. Ça, c'est une pourriture. Mais tout est drôle dans ce livre. Franchement, si vous l'avez pas lu, lisez-le parce que vous allez vous poiler. Je l'ai lu d'une traite. Voilà. Et en rappelant que c'est pas si commun les gens qui se donnent la peine d'écrire des livres drôles. Ouais, mais ça doit pas être facile, effectivement. Hein, Guillaume? Ah oui, moi j'avais rien dit. J'écoutais patiemment, voilà. Et je me prends une balle perdue. Merci. Merci Nassira pour tous ces conseils. De la beauté, de l'esprit, de l'élégance. Beauté, esprit, élégance. Quoi de mieux
pour vous annoncer la chronique de celui qui, toutes les semaines, à cette heure-ci, la défraie, Aymeric Lomprey. Ouais. Allez, là c'est l'actualité. L'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas nous, quand on voulait se connecter à Internet dans les années 2000 pour se faire un petit plaisir, et qu'on était là. Ouais, ça charge. On va bientôt avoir une petite épaule. Maman! Pourquoi t'as décroché le téléphone? Ça a coupé Internet, merde! Bon bah je recommence tout. Catherine Laborde, maillot de bain. Alors les jeunes qui m'écoutent, ils sont là, putain, Catherine Laborde, décroche le téléphone, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il baragouine, lui? Bah faut savoir que les jeunes, dans les années 2000, il fallait utiliser son imagination, hein, pour faire tic-tic-tic avec son gui-gui-gui. Hein? J'ai un gamin, il est là. Bon, alors... Ou alors on allait dans les vidéoclubs, mais là c'était la mission, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est tu rentrais, ça faisait ding 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 ding. Bonjour, je voudrais Jurassic Park et les visiteuses. Comment? Je voudrais Jurassic Park, voilà, et les visiteuses. Comment? Bah, allez, va pour un Jurassic Park. Le T-Rex c'est un peu mignon, ça fera l'affaire. Ah ouais. Et après tu rentrais, t'invitais tes copains, là, tu sais, tu mettais la cassette, et après t'étais là comme ça. Non, moi non plus. Bon bah là les jeunes, va falloir réutiliser son imagination parce que depuis mercredi, il y a Pornhub, RedTube et YouPorn qui ne sont plus accessibles en France. Va falloir aller se branler en Suisse. Non, je rigole. Après les Suisses, ils vont être là. Bah pas possible, on peut pas accueillir tout le sperme du monde. On n'est pas une vaginette ou un tube à essai pour faire des bébés. Ou alors on pourrait faire une fondue au jus de zouizoui. Ou alors des montres avec du sperme. Alors, il me reste combien de chroniques à faire, moi? Allez, c'est la dernière ligne droite. Les gens comptent sur nous. Votre émission, c'est une bouffée d'oxygène. Meurs! Non. Donc, finito. Ça va, je passe à 23h30, moi, c'est bon. Donc finito le porno là. Mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je trouve que le porno, voilà, c'est un fléau et je suis contre le porno. Voilà, c'est jusque minuit et demi et après je suis pour le porno jusqu'à minuit 35 et après je suis contre le porno. Voilà. Tu sais, c'est comme Deliveroo quoi, je suis contre, après j'ai faim. Ou alors Bolloré, tu vois, je suis contre, mais après je me dis, c'est quand même cool la Ligue des Champions. Ou alors l'avion, tu vois, je suis contre, mais en tournée, j'ai pas le choix. Faut bien apporter la culture à Tahiti. Hein. Ou alors l'iPhone, je suis con, ou alors Amazon, ou alors, putain, je suis en train de me rendre compte que je suis une grosse merde. Non mais le porno ça va trop loin, je veux dire. Entre la pédophilie, le revenge porn, la soumission chimique, les viols, est-ce que quelqu'un est là pour réglementer tout ça? Oui, moi, qui êtes-vous? Je suis Gérard Depardieu. Non, moi la dernière fois j'ai vu, j'ai un ami. Il m'a dit, tu vas sur des sites, t'as des titres de vidéos, je sais même pas si c'est du porno ou un meurtre, quoi. Je jure. Rousse, chienne, pleure. Et je suis quasiment sûr que l'argent revient pas à rousse, chienne, pleure. Puis vous imaginez la vision du sexe dans la tête des jeunes. Combien de fois il va falloir vous le répéter, les jeunes? Le sexe, c'est pas comme le porno. Voilà, il y aura pas toujours quelqu'un pour vous le filmer. Donc, si vous voulez des petits souvenirs impérissables, pensez à la caméra Plastro GoPro. J'ai un partenariat, pardon. Je vous ai dit que j'étais une grosse merde. Alors, mais maintenant, elle est à moi. Alors, bon. Alors, 3 petites choses avant qu'on se quitte. Les gens, ils ont des VPN, ils s'en foutent que les sites soient fermés. Si vous voulez regarder du porno, regardez du porno éthique, ça existe. Et si vous voulez tourner du porno éthique, j'ai une caméra Plastron. Merci de m'avoir écouté. Aymeric Lomprey, merci pour tous ces conseils. Merci Aymeric. Je signale qu'Aymeric piratera l'antenne de Radio Nova ce mardi à 22h. Oui, tout à fait. Il y a une libre antenne, les gens pourront appeler. Ouais, c'est une libre antenne, les gens pourront appeler. Tu auras de la voix ou pas? Oui, pour savoir s'il y aura du Ricola également. Ouais. Et le thème sera les vacances, donc les gens peuvent appeler pour raconter leurs petits souvenirs de vacances et tout. Et il y aura 2 passes 5 jours pour Rock en scène à gagner. Waouh, là d'accord, là ça vend du rêve. Merci beaucoup Aymeric. Donc c'est, je le rappelle, mardi à 22h sur Nova. Il nous reste quelques petites secondes avant de conclure l'émission avec notre invité Nassira El Moadem. Et ça tombe bien, juste le temps de quelques petites dernières questions.
Pierre-Emmanuel. Oui, Nassira, tu as été journaliste à iTélé, à Canal+, au JT de France 2, à France Inter et à Europe 1. Tu dois connaître plein de gros cons. C'est lequel que t'aimes le moins? Ah, purée. Joker. Ah, on a le droit à un joker, attention. Hein. Émeric. Oui, qu'est-ce qu'on additionne pour arriver à 888,88 €? Pardon? Je sais pas, alors là... Qu'est-ce qu'on additionne pour arriver à 880,88 €? Qu'est-ce qu'on Je sais additionne? pas, Tom et Nana. Ouais, non, Oui, c'est ça. Non, c'est genre, c'est toutes les monnaies quoi. 500, plus 200, plus 100. Ah, ok. Plus... Wow. C'est pas bossé. Non, mais ouais, mais c'est... Petit fun fact. C'est pas pro. Juliette. 500 plus 200. Oui, après les petites Ouais, c'est monnaies. Moi, j'ai été pro, patron. on l'a. Moi, patron, j'étais pro. J'ai travaillé. Oui. Macron. Voler les questions. Il y a eu un vol de la fiche de Pierre-Emmanuel Barré par Émeric Lompré. Juliette, une question pour Nassira. Nassira, comme tu... Arrête, tu es bête. Nassira, comme je mentionnais, tu es rentrée au bled en train et en famille avec tes enfants. Sur 3 jours, combien de personnes ont levé les yeux au ciel quand ils rentraient dans ton wagon? En Espagne, peu. En France, beaucoup. Nassira, pour quelle somme d'argent tu signes sur CNews? 880 €, 888. C'est peu, si c'est ça, c'est peu. Non, malheureusement. Non? Aucune. Genre pas achetable du tout? Pas pour CNews, peut-être pour autre chose. Intéressant. Pierre-Emmanuel? Oui, par souci écologique et par plaisir, tu voyages partout en train pour les vacances au Danemark, au Maroc, en Suède, en Norvège. Tu penses quoi des humoristes de gauche qui vont au Festival de Cannes en avion? Et est-ce que t'aimes bien leur boucle d'oreille? Mais je pense qu'on peut passer à la question suivante. Ok. Ah bah, passons à la question suivante, Émeric. Tu as fait l'ESJ de Lille. Quel est ton quartier préféré de Lille? Les Oisem, bien sûr. Oisem, le marché d'Oisem, évidemment. Juliette. Ta ville au Maroc, c'est Casablanca. Mais pour de vrai, Nassira, la vérité, Rabat, c'est 100 fois mieux, non? On est absolument d'accord sur ça. Allez, dernière question. Si tu devais choisir une personne à remigrer dans son pays d'origine, tu choisirais qui et pourquoi Berdella? Le problème, c'est que si on le remigre, ça peut être l'Algérie et j'adore les Algériens. Parfait. Merci beaucoup, Nassira El Moadem, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Je rappelle la sortie de ton livre. Et si on rentrait au bled en train? Merci beaucoup. Et suivez évidemment et abonnez-vous à Arrêt sur Image. Merci à ton invité, à Marsali, d'avoir été avec nous. Merci pour son témoignage. Merci à Alice de Rochechouart, Thomas VDB, Mamari. Merci à toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit toutes les semaines. Seb, Vincent, Barnabé, Lindsay, Julia, Adrien. Toutes les équipes techniques de Radio Nova qu'on peut applaudir bien fort. Frédéric Antelme qu'on embrasse. Malo, Corto, son assistant. Paul à la technique. Christian pour la prod musicale. Mano et Loris pour la prod. Colline, Élise, Ninon, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, dont c'était l'anniversaire vendredi. Envoyez-lui des messages si vous avez oublié. Et Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. Comment? J'ai pas entendu. Guillaume Meurice. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.